Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième podcast des Revers de l'âme. Et la dernière fois, on avait parlé de l'importance du visuel dans l'art. Et aujourd'hui, je suis avec Axel en présence cette fois pour aborder un autre sujet qui nous tenait vraiment à cœur, qui est vraiment tout l'aspect de performance artistique et la technique du live. Et on a aujourd'hui un ami de longue date, Gilles. Et aux dernières nouvelles de... Salut Gilles. Aux dernières nouvelles de ce dont je me souviens, tu amorçais cette carrière d'instrumentiste live, principalement guitariste. Et comme ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles, je vais te laisser peut-être nous donner un peu des news là-dessus et savoir si c'est encore ton activité principale. Ouais, ça tombe très très bien parce que c'est mon activité principale. Même bon, ça va. C'est bon, on est toujours on a visé juste. Mais je me recentre même dessus en ce moment. Parce que j'ai une période où, forcément, avec le Covid et compagnie, les lives, c'était un petit peu mis entre parenthèses. Donc, moi, je me suis plus concentré sur d'autres activités, comme les cours de guitare principalement, et puis la composition aussi. Okay. Et donc, en ce moment, je reviens vraiment au côté scénique, ouais. Donc, tu as quand même, entre-temps, c'est ça, exercé en tant que professeur. Et quand tu dis composition, c'était principalement pour des projets perso ou c'était... est-ce que tu composais aussi pour d'autres projets? Alors, c'est principalement pour moi parce que ça a été... j'ai sorti un EP l'an dernier. Ok, oui. Qu'on a écouté. Qu'on avait écouté au moment, ouais. Et du coup, c'était essentiellement ça. Après, j'en ai d'autres qui sont dans les cartons. C'est pas encore sorti. Je sais pas trop sous quelle forme ça va sortir, mais j'ai fait pas mal de trucs de mon côté. J'ai fait quelques petites participations avec Timmy aussi. On a fait des petites expériences avec Timmy que vous aviez reçu la dernière fois. Ouais, c'est ça. Quand tu dis petites expériences, c'était, je pense que j'avais vu passer là sur ton profil Insta. Alors c'est G Baldwin, c'est ça? C'est ça. Et tu avais fait petite vidéo pour illustrer un des morceaux de ton EP, c'est ça? On avait fait ça, ouais. Et puis on avait fait quelques capsules avec Timmy où il me donnait des petits bancs d'images d'une trentaine de secondes. Oui, moi j'ai des souvenirs de format très court comme ça que j'ai vu passer. Luc, je vois pas de quoi tu parles. Il y avait eu quelque chose sur un morceau complet carrément? Ouais, moi je me souviens d'un morceau complet avec un sunset, là, un coucher de soleil en arrière. Ah oui, exact. Par contre, les capsules, ça me dit rien. Alors ouais, le truc dont tu parles, ça s'appelle The Wake. Oui, et du coup, c'était le premier morceau de mon EP. Et c'était une idée de Timmy à la base qui voulait essayer quelque chose avec un objectif hyper gonard. Donc un objectif vidéo de western, quoi. Un truc qui donne une image super large. Et il avait besoin un peu d'un cobaye pour essayer des choses. Donc, cobaye ou un cowboy? Il nous a bien arnaqué parce qu'il y a les deux. Un peu des deux. Timmy est passionné de cobaye. Il nous a bien arnaqué parce qu'il nous a fait le même discours pour venir faire notre clip quand même. J'ai besoin de faire un test. Il y a un hyper gonard, c'est du jamais vu. il faut amortir le matériel. Alors voilà, il l'avait utilisé pour vous aussi. Ouais, il l'avait utilisé. Effectivement, ça apportait une patte qui était vraiment atypique là. Ça fonctionnait super bien en plus avec ce qu'on voulait faire, donc c'était top. Et effectivement, sur la petite capsule que vous avez fait en plan fixe, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. En général, quand Timmy il a une idée comme ça, faut le laisser aller jusqu'au bout parce que souvent c'est une très bonne idée. Ouais, effectivement. Tu l'écoutes, tu sais pas trop où est-ce qu'il veut en venir, et puis tu es devant le résultat final et tu dis ah ouais, ça va. C'est plutôt agréable. On va revenir peut-être un peu après sur le live, ce que tu fais, tes ambitions et tout. Mais moi, je vais repartir avec une question un peu basique pour ramener au sujet principal. Est-ce que vous avez eu une approche au niveau de la technique en musique? Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Un truc qui accroche souvent quand on écoute du métal, je sais que tous les trois on vient de là il y a des années, puis même c'est le cas avec le rock et d'autres musiques spécifiques, c'est le côté très technique, le côté performance live et tout. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a servi aussi comme porte d'entrée vers la musique, ou alors peut-être pas du tout et c'est qu'après vous êtes intéressé à la technique? Peut-être, je sais pas, Axel, si tu veux y aller.
Oui, les premiers trucs que j'ai pu voir, c'était les. Ah oui, je suis un peu trop loin, pardon. C'était les solos de guitare, quoi, dans le métal. Les premiers trucs qu'on peut voir, c'est ça. Ça saute aux yeux. Tu te dis, punaise, les gars, ils ont mis combien d'années pour arriver à avoir ce niveau-là. Et moi, ça a été une porte d'entrée plus dans l'apprentissage de l'instrument. Alors, ça m'a découragé très vite parce qu'il faut, avant d'arriver à ces niveaux-là, il y a quand même du boulot. Mais ça a été pour moi la première porte d'entrée, quoi. Ça, les mélodies, enfin tous les riffs qu'on peut avoir. Là, je parle de solo, de mélodie, mais effectivement, dans le métal, t'as aussi des bonnes mains droites là, comme Metallica par exemple, grosse rythmique, des choses comme ça qui donnaient bien envie, quoi. Donc ça a motivé l'achat de la première guitare électrique, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il faut que tu te rapproches un poil plus de ton micro. Tu dois être un poil faible. On te coupera sinon, Axel, c'est pas grave. Toi, Gilles, est-ce que tu as des souvenirs liés à ça? Ouais, carrément. Lié au métal, ouais, les solos de guitare, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est avant même d'avoir touché une guitare, tu sais, t'entends un solo comme ça, tu sais que c'est un minimum technique. Je trouve que l'aspect rythmique, ouais, les mains droites à la Hetfield ou ce genre de truc, c'est le genre de choses où tu te rends compte quand justement t'as déjà un peu mis le nez dedans, en fait. Un peu joué. Déjà un petit peu de notion de ça. Oui, parce que ça en met moins la vue. Ça, on en a. C'est peut-être moins impressionnant. C'est moins impressionnant visuellement déjà, parce que les solos, souvent, ils sont accompagnés, ne serait-ce qu'en live ou même parfois dans les clips avec des prestations. Puis tu vois les mains des gars. On dirait des pieuvres là, et voilà, ça en jette. Alors que oui, comme tu dis, sur les rythmiques, avant d'avoir mis les mains dessus, on s'en rend pas forcément compte. C'est ça, puis quand tu passes un petit coup de loupe dessus, tu dis, quand même, il y a du boulot de ce côté-là aussi. Moi, je pense le truc, c'est peut-être la batterie, moi, en fait. Oui. J'ai été plus bluffé par le côté technique des batteurs en premier, en fait, je pense. Et c'est d'autant plus flagrant dans le style dans lequel on a démarré. Dans le métal, on est sur des... Clairement. C'est un peu similaire à la guitare. Au final, on est sur des choses qui sont techniques, mais on est surtout bluffé par, au début, la rapidité, la force de frappe, parce qu'il y a quand même une certaine puissance là-dedans. Et effectivement, les batteurs... moi, je me souviens, à l'époque, le premier... que j'avais pu voir, c'était le batteur de Slipknot qui, après, il est ce qu'il est comme batteur, mais en plus, il y avait toute une mise en scène autour qui était pour exagérer ce côté-là, justement, de technique, avec, je sais plus qui d'autre faisait ça, il y a, tu sais, avec les batteries qui sont sur des espèces de plateformes qui se bougent et tout, qui se lèvent, etc. Donc oui, il y a un côté... spectacle qui est assez impressionnant, quoi. Ouais, Motley Crue faisait ce genre de conneries. Ah voilà, c'est Motley Crue dans une cage moitié là. C'est vrai que c'était carrément une montagne russe, je crois, son délire. Ouais, c'est vrai que la batterie, c'est un des premiers trucs. Puis d'ailleurs, j'ai cité le métal, là, je vous ai peut-être un peu trop dirigé là-dessus, mais le côté rapidité, tu l'as mentionné, Axel. Moi, je me souviens que c'est un truc qui m'avait vraiment fasciné. Et puis, ça, un peu dans tous les styles. Donc, au début, si tu essaies d'écouter d'autres choses, tu vas vite te tourner vers des trucs genre, je sais pas, du drum and bass ou des machins comme ça, du côté électronique. Oui, où tu vas avoir des rythmes un peu plus, comment dire, un peu plus complexes. Ouais. Parce que le métal, on est sur la rapidité et la force de frappe, vraiment. Et toi, ce dont tu parles, plus sur des tempos qu'on connaît pas, on essaye de compter dans notre tête, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, donc il y a tout un monde qui s'ouvre, quoi, surtout même dans du blues ou des choses comme ça, du jazz aussi. Ouais, tous ces trucs-là, effectivement. Et puis là, le côté performance live, quoi. Les premiers concerts que tu fais, c'est super impressionnant au début. Moi, je me souviens vouloir commencer la guitare et me dire mais j'atteindrai jamais le niveau de ces mecs-là. C'est ça. Et après, quand tu vois qu'ils font un pain toutes les 3 secondes, c'est rassurant. Mais... En live, il y a certains lives où tu te dis, les musiciens, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors après, c'est rattrapé par une énergie parfois qui rattrape la chose, mais effectivement, il y a des pains. Ouais, puis il y en a après, d'autres. C'est pas des robots non plus. Bien sûr. On pourrait en parler. Il y en a aussi. C'est rassurant aussi de voir que des géants peuvent se gaufrer. Moi, je me rappelle d'un live. C'était au Wacken en 2012. Celui, on s'est connu d'ailleurs, je crois.
On y était. Wacken 2012. Testament. Ah oui. Ouais. Alex Skolnick qui foire. Et tout ça, c'est sur vidéo. Ça peut se revérifier très facilement. Mais qui foire complètement l'intro de Practice What You Preach. Ah, j'ai pas souvenir de ça, ouais. Et ça commence avec des espèces d'octaves à la guitare. Et puis, il les met dedans. Et tu te dis, bon, c'est Alex Skolnick. Le gars, on n'a rien à lui apprendre. Le mec a une giga carrière. Il joue divinement bien. Et il est et puis, ils ont de l'expérience de live qui est quand même assez balèze, quoi. C'est donc, ça. Bon, après, voilà. Des fois, il y a un petit pas de côté. C'est pas grave. Les autres rigolent sur scène. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais, c'est clair. Il y en a, c'est anecdotique. Pas un morceau complètement par terre où le mec est pas capable de jouer. Pour moi, ça fait du bien de voir des géants comme ça qui se plantent. Je trouve ça un peu rassurant, même. Vous vous souvenez, là, il y avait une vidéo qui avait beaucoup tourné de Dragon Force où ils font un solo complètement foiré et puis ils se sont tapés un peu une sale réputation après pendant des années parce que ils ont ce truc dans leur musique de vouloir jouer très vite avec des choses très techniques et tout. Et je me souviens d'une vidéo qui avait énormément tourné du guitariste qui tapait un solo qui était, on va le dire, qui était abominable. Et donc c'était vraiment abominable ou c'était. C'était vraiment pas bon. Alors que je pense que c'est quelqu'un qui est excellent là. En tout cas, de ce qu'on entend sur l'album, c'est très propre. Mais là, il y avait, je me souviens que ça avait beaucoup tourné. Je pense que eux, ils sont un peu tombés dans un piège. Je pense qu'ils n'ont pas forcément voulu avoir cette aura-là de groupe qui joue des trucs imbranlables parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment éclaté avec Guitar Hero en réalité. En fait, c'est ça, c'est clair. C'est Guitar Hero qui je pense que leur morceau là, c'est Through the Fire and Flames, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, avec une intro pas possible. Et je pense pas que avant Guitar Hero, ça soit un morceau sur lequel ils pensaient baser leur carrière, quoi. C'est vrai. Non. Je pense que ça les a un peu rattrapés et que du coup, pas de ce morceau-là qui est devenu complètement. Après, voilà, on sent qu'ils ont quand même l'envie de faire quelque chose, de travailler. Enfin, tu vois bien, il y a une vitesse. Ouais, bien sûr. Il y a plein de notes partout, mais effectivement, c'est quand même. Oui. Ouais. Je sais qu'après, moi, ça m'a un peu. Il y avait un peu trop de trucs techniques dans le métal que j'arrivais pas trop à apprécier à cause du côté trop technique là. Que ça soit les trucs un peu prog où t'as des musiciens de jazz très clairement qui ont des tempos atypiques ou des structures atypiques, des dissonances et tout. Je sais que c'est assez compliqué à apprécier du moins au début en musique. Et même les trucs très rapides. Je me souviens que j'avais vu en live Nile. Le batteur est réputé pour. D'ailleurs, je pense savoir pourquoi. Et c'était un peu too much, quoi. Je me souviens être allé devant et faire, être très impressionné, mais me dire, j'ai pas envie d'écouter ça. Là, il faut dire qu'en live, c'est pas les meilleures prestations en termes de jeu, justement, sur album, c'est assez propre. Ah, t'as des souvenirs de ça, ouais? Ouais, j'en ai vu certains et. C'est pas hyper carré, Heureusement qu'il y a de la reverb et de la distorsion parfois, quoi. Contrairement à d'autres groupes qui sont, eux, réellement techniques et qui, en live, sont carrément fiables, Nile, ça laisse un peu à désirer. Enfin, en tout cas, de mon expérience, après, peut-être qu'il y a eu des prestations tout à fait correctes, mais moi, j'en ai pas vu, en tout cas. Je les ai pas vues. Mais ça me fait penser ce que tu dis. Est-ce que vous avez des souvenirs de prestations qui vous ont vraiment marqué de par le côté technique, à quel point c'était parfait, ou à l'inverse, des choses où il y a eu une déception énorme parce que vous avez vu un fiasco total, là, mais est-ce qu'il y en a comme ça, là, pas forcément qu'en métal d'ailleurs, mais des trucs où vous êtes ressorti du concert en vous disant, ok, là j'ai pris une vraie claque tellement c'était propre, quoi, ou tellement c'était cata. Ah, il y en a plein, dans les deux sens, je pense. Dans les deux sens, carrément. Moi, là, pour revenir sur le métal, le death technique, j'avais vu... comment ça s'appelle ça Merde. J'ai bouffé le nom, excusez-moi. Pas Obscura. Obscura. Obscura, qui est quand même un groupe assez technique. Sur album, c'est magique. Ah bah oui, carrément. Sur album, c'est magique. Et j'étais halluciné, justement. Je les avais vus dans une petite salle. J'étais halluciné. Alors, tout était là pour eux parce que le son était super bien déjà. Et puis la prestation, quoi. Les gars, c'était l'album
en fort. Vraiment, j'avais l'album qui passait devant moi. C'était assez impressionnant. Donc ça, je sais pas quand est-ce que c'était. Ça remonte un peu. Mais je me souviens que celui-ci m'avait marqué. Parce que souvent, dans les groupes de death metal technique, c'est quitte ou double. C'est soit t'as un truc qui est vraiment au top, mais sauf que c'est tellement exigeant comme musique que en live, là, t'as pas le droit à l'erreur. Tout s'entend, c'est direct cramé. C'est pas comme un Slayer où le gars il fait un pain, tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que ça fait partie du truc, ça envoie de l'énergie, machin. Mais là, les gars, ils arrivent, déjà, ils ont l'étiquette death metal technique. Donc quand t'arrives, toi, tu t'attends à voir ça dans les dents. Donc ça pardonne un peu moins, je trouve. Donc pour exemple, qu'est-ce que j'avais pu voir comme ça Suffocation, je crois, qui est quand même assez balèze aussi. Suffocation, ouais, c'était un peu planté. Ça restait très sympathique, mais ouais, un peu déçu de Suffocation ce jour-là. Ouais. Et toi, Gilles, t'as des trucs en tête un petit peu? Ouais, alors moi, en prestation technique qui vraiment m'a mis une gifle, je crois que ça remonte à quelques années, c'était Warbringer. Oui. Groupe que j'adore, vraiment. Je trouve que c'est un groupe qui est excellent et j'aime vraiment tous leurs albums et tout ce qu'ils font. Et en live, je les avais vus il y a quelques années, enfin je les ai vus plusieurs fois, mais la dernière fois que je les ai vus, c'était... ils ont dû faire un show de 40 minutes en festival. D'accord. Et c'était mais d'une précision incroyable, quoi. Et puis pour un groupe de thrash qui est aussi exigeant, notamment au niveau de la voix, on sentait qu'il y avait une maîtrise mais absolument totale du chant, du niveau de saturation de la voix, etc. Et c'était pas comme sur album, c'était mieux, quoi. Enfin, c'est relativement rare quand même que ça soit mieux. Incroyable. Ouais. Et je trouve que c'est un groupe où vraiment qui sont ultra performants. En fait, qui vont aller. Ça va pas un peu comme Obscura. Obscura, pour le coup, ils vont vraiment aller chercher des sonorités où tu dis mais comment même humainement, physiquement, c'est possible de jouer ça. C'est vrai qu'ils vont loin. Ouais. Warbringer, c'est moins ce délire-là, comme la plupart des groupes de thrash en général. Après, c'est le style qui veut ça. On est plus sur une énergie, et puis là, pour le coup, on est sur de la main droite beaucoup. C'est ça. C'est percussif. J'ai quand même des bons solos à 2 minutes 30 qui sont plutôt sympas. Ouais, c'est ça. mais pour le coup, c'était vraiment la juste dose entre l'énergie et la technique. Ok. Moi, c'était un très bon exemple. Après, c'était où ça, du coup, tu disais? C'était au Motocultor il y a il y a 17 quelques années, comme ça. Petit festival breton, effectivement, qui ont parfois des petites pépites qui passent comme ça. Là. C'est d'ailleurs, je sais pas comment ils font pour avoir toujours des affiches aussi impeccables, mais ouais, c'est très impressionnant. Mais ouais, il y a toujours des super groupes qui passent là-bas, c'est fou. Tu parles de thrash metal là, moi c'est Testament qui me bluffe à chaque fois. Testament qui me bluffe à chaque fois, et je les avais vus en fin de tournée, donc les gars ils étaient rincés. Je m'attendais à un truc, tu sais, un peu faiblard. Surtout le Motoculteur généralement arrive en fin de saison, et les gars ils ont tourné. Tu sens qu'ils sont sur la fin, ils fatiguent un peu. J'ai vu pas mal de concerts un peu foireux d'ailleurs là-bas à cause de ça. Et Testament, ils sont toujours, toutes les fois où je les ai vus, ils sont heureux d'être là. Donc ça, c'est gagné. Les gars, ils montent sur scène, ils ont un smile, et puis ça suit derrière, quoi. Ça suit, et tu prends un plaisir monstre. Il y a rien à dire, quoi. Il y a rien à dire. Ah ouais, ça joue divinement bien. C'est ultra carré. Et... Alors par contre, dans le côté, ça sonne comme sur album. Je me rappelle d'un concert, encore une fois, c'était il y a très longtemps, mais c'est un concert qui m'avait marqué, c'était Crisione, groupe de death. Je crois que c'est brésilien, j'ai peut-être une connerie. Hein. Mais je me rappelle les avoir vus, eux, en concert, et pour le coup, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt, parce que oui, c'était très bien, mais je serais resté à écouter l'album à la maison, ça aurait été exactement pareil.
D'accord. Ils t'ont peut-être mis le CD, hein, tu t'es peut-être fait arnaquer. Ah, peut-être bien, mais je pense que ça, on en déconne, mais je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, en fait. Ah ouais, c'est quelque chose que tu as pu constater. J'ai vraiment l'impression, quand en fait, les séquences dans le live maintenant, les séquences sont tellement présentes que je pense que bien des fois, on est devant un live en se disant que on entend quelque chose qui est joué très très bien, et en réalité, il y a peut-être une grosse portion de ce qu'on entend qui est préenregistré, quoi. Quand tu parles de séquence, tu veux dire que tu aurais donc quelqu'un qui joue une certaine portion du morceau en arrière par ordinateur, et donc. Alors, par exemple, donc que tous les icônes jouent au métronome, histoire de vraiment être tous synchro. Et à un moment clé du morceau, il va y avoir une séquence qui va se déclencher. Mais par exemple, alors ça peut être quelque chose de vraiment précis, comme un sample. Il n'y a aucun gars qui joue du clavier, et là d'un coup il y a une nappe de clavier qui arrive. Parce que beaucoup ça dans le death technique, justement. Justement, dans le rap moderne, pour reprendre l'exemple d'Obscura, quand je les ai vus, ils jouaient au clic, les gars. Ils avaient des casques. Je pense que tout le monde joue à peu près. Il y en a plein qui le font, j'imagine. Ouais, mais là, justement, pour faire suivre les samples et tout ce qu'il peut y avoir, les petites séquences, les interludes, les machins, les gars, ils sont au poil de cul. Hein. Il y a le métronome qui est dans leurs oreilles constamment. C'est ça. Parce que si tu lances le morceau, tu décales tout le concert. C'est ça, ton morceau, il a 90 ppm, et que dans l'énergie du moment, tu montes à 96. Quand tu vas avoir ton sample qui va se déclencher à 90 BPM, tout le monde va parler mandarin. C'est ça. Mais et tu penses qu'il y en a quelque chose, quand c'est quelque chose d'évident, comme un instrument qui n'est pas présent sur scène, ou une voix, un dialogue de film ou un truc comme ça. Bon, ça à la limite. Bon, mais tu penses que ça se fait pour des guitares, par exemple, des guitares, par exemple. Ouais, doubler des guitares, ouais, moi j'ai déjà entendu ça. Effectivement, t'as un solo qui est joué, et puis l'autre il est joué un peu au-dessus là, pour que ça fasse une harmonie. Et puis après, c'est des contraintes aussi, parce que sinon faut être 60 sur scène. C'est ça. Ouais, mais le truc que je trouve dommage, et puis ça c'est assez présent dans le rock et dans le métal, c'est de pas assumer d'avoir un mec sur scène qui passe des samples. Et par exemple, moi j'étais allé voir des mecs qui font du rap. Je me souviens d'un concert d'Orelsan où il avait des excellents musiciens sur scène. D'ailleurs, un des meilleurs concerts que j'ai pu voir en termes de technique, parce que les gars étaient hyper pro, hyper carrés. Et en revanche, il avait quand même son DJ sur scène. Alors c'était pas Scred, je pense que c'est l'autre qui l'accompagne sur scène. Ouais, Phase, c'est ça. Et donc lui jouait de façon évidente les samples et les choses qui manquaient, qui pouvaient pas être faites sur scène, tu vois. Mais comme c'est assumé, que tu le vois, et que après ça fait partie aussi du style de musique qui joue là-dessus, mais c'est beaucoup moins dérangeant qu'un groupe qui l'assume pas et puis qui va aller rattraper ses guitaristes derrière, quoi. Dans le métal, c'est pas assumé, parce que on a toujours ce côté très naturel où on veut pas montrer qu'on sait pas faire ce qu'on fait, tu vois. On est 50 sur l'album, mais en réalité, ils sont que 3 à jouer. Enfin, je veux dire, imagine demain Blood of Nord du black metal, un duo black metal, il y a 200 000 instruments sur leur album. Ouais, c'est ça. S'ils font une presta live, ils ont que 2 options, c'est soit d'avoir 60 musiciens, soit de l'assumer, soit de pas assumer et d'avoir que 2 musiciens sur scène. Donc la presta, elle sera en raccord avec ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc forcément, ça coince. Ça coince quelque part. Je vais vous proposer un petit jeu sur ce sujet-là. Là. Yes. J'ai préparé une petite série d'anecdotes de choses qui se sont passées lors de live. Et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Alors j'en ai 10 à peu près. Je vous dis pas la proportion de faux et de vrai là, mais il y a des choses bien croustillantes. Je vais commencer avec celle-ci. En 2004, s'est produit un groupe de hardcore dans un Virgin Megastore. Le groupe est clairement en train de mettre le gros bordel. Il finit carrément par déclencher une baston avec le public. Et les vigiles ont du mal à contrôler la foule. Et en fait, on verra même le chanteur marcher sur la tête des fans
et les vigiles du Virgin Megastore complètement désespérés qui finissent par laisser faire le concert jusqu'au bout parce que clairement ils sont pas équipés pour ça. Ouais. Est-ce que vous dites que ça c'est vrai ou est-ce que ça sort de mon esprit malade? Si c'est vrai, je suis curieux de savoir qui. Je crois que c'est vrai. En tout cas, cette histoire de Virgin Megastore avec une bagarre générale, ça me parle vraiment. Alors, c'est la date, moi, qui me. Sans vous donner de réponse, les histoires de Virgin Megastore, il y en a quelques-unes parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de concerts qui se passaient dedans. D'accord. Donc, mais là, oui, la date que je t'ai donnée, c'est 2004. 2004. Groupe de hardcore. Un groupe de hardcore, ouais. C'est un groupe qu'on connaît? C'est un groupe. Bah moi je connaissais pas, mais après j'écoute peu de hardcore. C'est un groupe connu dans le milieu hardcore. Non, c'est de Dillinger Escape Plan. Ah bah oui. D'accord. Je pense que c'est quand même un gros groupe parce que j'ai déjà vu des trucs passer d'eux, mais j'ai jamais écouté. Ouais, mais je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Ouais, c'est effectivement totalement vrai. Il y a des extraits vidéo qui existent de ça. Je crois que Maxwell en avait parlé dans une de ses vidéos, mais j'ai recherché sur le net surtout. Je crois qu'il faisait beaucoup de performances live comme ça où ça partait totalement. Ouais. Et là, effectivement, j'ai vu des extraits vidéo et tu vois effectivement le chanteur, en fait, il court sur la foule, en fait. Il part de la scène, il fait comme s'il allait slammer, mais en fait, il marche sur la scène des gens, quoi. Il se prend pour le Jésus du hardcore. Le Jésus du hardcore, il marche sur les têtes. Ouais. C'est un truc malade. Pas mal. Je vais en faire une autre. En 2012, le chanteur américain Justin Timberlake souhaite donner un concert caritatif en faveur de l'association White Cells of America, une association qui lutte contre les maladies infectieuses rares. Et après quelques minutes sur scène, il s'aperçoit qu'il y a des violences qui ont lieu dans son public et il s'aperçoit même que ce sont des violences raciales. Il doit interrompre le concert en toute urgence. Et il y avait en fait beaucoup de gens qui avaient pris le nom de l'association pour un regroupement de suprémacistes blancs. White Cells of America. Ouais, quand ça serait carrément possible. Ça serait carrément possible. Ok. Je dirais vrai. Tu dis que c'est vrai. Toi, Gilles? Ah, c'est un peu gros quand même. Faux parce que j'ai pas entendu parler de ce truc. J'ai pas envie d'y croire en vrai. En plus, j'ai pas vraiment envie d'y croire. Ouais. C'est plus ça. C'est plus ça. Il y a un truc alors. C'est plus ça qui m'embête. Effectivement, l'anecdote est fausse, mais c'est quand même des trucs où on se dit que ça pourrait arriver aux États-Unis, quoi. Des mecs qui confondent de noms d'assaut. J'en ai une autre, celle-là bien marrante. Lors de la tournée de 2015 d'ACDC, Malcolm Young est malade. Il est question de le remplacer dans sa tournée française et le nom qui circulait partout, c'était, tenez-vous bien, Pascal Obispo. et effectivement, Pascal Obispo devait remplacer sur scène et au final, Malcolm Young a pu assurer la tournée. Ils ont juste annulé quelques dates. Archi fake, j'espère. C'est archi faux, non? Toi, tu dis faux, Gilles? Ah oui, je dis que c'est faux. Je pense qu'ils savent même pas qui c'est Pascal Obispo. Mais oui. Alors, oui. Je vais vous dire, c'est faux, mais il y avait beaucoup d'articles qui mettaient cette fausse rumeur à l'époque, au moment où il y a vraiment eu Malcolm Young qui était malade et qui cherchait quelqu'un pour remplacer sur scène. Et je crois que c'est Axl Rose. Je sais plus exactement comment il avait fait, mais c'était un autre qui avait chanté à sa place. Et effectivement, il y avait cet article que j'avais vu passer à l'époque qui disait que Pascal Obispo pourrait le remplacer. Et donc, c'est faux, mais au moment où c'est paru, moi, j'y ai un peu cru. J'ai regardé les trucs. Et c'est justement, là, je me suis souvenu en préparant ce jeu de cette anecdote, donc je suis allé vérifier, évidemment, et c'est parfaitement faux. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'y croyais encore un peu. Excellent. C'est trop bien. Je vais vous faire... Ok, celle-ci. Il y a une émeute énorme qui a éclaté lors d'un concert en République de Chine en 2002. On parle de gens qui se battent, qui arrachent des sièges, qui détruisent la table de mixage, qui balancent des des jeux d'arcade. Donc un truc très très violent, une émeute énorme. Et la raison est totalement folle, c'est qu'il s'agissait d'un concert de Guns N' Roses où au dernier moment on a annoncé à la foule que Axl Rose était simplement resté dans sa chambre d'hôtel à New York. Je crois que c'est vrai ça, je crois avoir entendu parler de ce truc. Ouais, alors j'avais entendu parler de trucs comme ça
en Inde pour Metallica, je crois. Et j'avais vu des images qui étaient folles aussi. Où le concert est annulé au dernier moment à cause de la météo. Enfin, il y a une tempête qui se pointe ou des trucs comme ça. Quand c'est la météo, ça passe encore, mais quand c'est un caprice d'artiste qui reste dans sa piole là, entre autres. À New York, à New York, on veut dire qu'il y a une volonté de pas venir. Il est bon client de ce genre de truc. Allez, je dis ça, c'est vrai aussi. Ça me semble bien, moi. C'est totalement vrai. Et en fait, la foule était en furie parce qu'il y a eu un premier groupe qui a joué, puis un DJ set pendant 90 minutes. Et les gens ont commencé à huer le DJ parce que c'était trop long et qu'ils attendaient Guns N' Roses. Et en fait, c'est là où il y a un mec qui s'informait qu'il jouerait pas et que Axl Rose était dans sa chambre d'hôtel à New York. Donc le truc carrément insultant. C'était juste ça, l'excuse. Donc il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre et il y a eu des jets de bouteilles. Ils ont détruit la table de mix. J'ai pas retrouvé d'image en revanche, mais le truc est assez bien documenté. Et il y a eu une centaine de policiers qui sont venus et des combats. Enfin, ça a été presse, quoi. Ça a été une vraie cata. Après voilà, ça des anecdotes de trucs qui partent en émeute, choses comme ça. Bon, on en a connu quelques-unes. J'ai évité de prendre les trucs les plus connus. Vous avez sûrement entendu parler là de toutes les choses qu'il y a eu en festival, notamment comment il s'appelle, Travis Scott là, qui a eu quand même des gros problèmes dans sa tournée où il y a eu des morts en fait qui ont été croisés contre les barrières et tout. Les mouvements de foule, donc ça, il y a plein de choses terribles là-dessus. Ok, autre anecdote. Le groupe Morkeh Idod, groupe de black metal, comme son nom l'indique, s'est produit un concert à Oslo en 2014. Et comme ils sont très fans de pyrotechnie, truc qu'on voit souvent dans les fans de Watain et autres groupes de black metal, le guitariste a décidé de faire une démonstration de ses talents de cracheur de feu. Et malheureusement, il s'est pris un retour de flamme et ça a mis le feu à son visage et ses cheveux. Et à ce moment-là, il sort de scène rapidement et le groupe continue de jouer quelques minutes avant de s'arrêter en voyant que le gars revient pas. Le gars s'en est sorti avec de nombreuses brûlures et pas mal de cheveux en moins, mais rien de très très grave. C'était un spectacle des Jackass finalement. C'était un spectacle des Jackass. C'est Steve-O qui était là en train de faire un cracheur de feu. Si c'est vrai, c'est ultra triste, mais à la fois c'est un peu comique quand même parce que ça en impose. En plus, groupe de black metal, le gars il arrive avec sa torche, il y a une espèce d'ambiance, une aura dégueulasse qui s'installe. Bon, après, et là, le gars, il se crame là. Un petit numéro de cracheur de feu, de festival de jonglage. C'est ça, rien d'un très, très impressionnant, mais le gars, il se crame. Ouais, avec le black metal, tout est possible. Moi, je dis que c'est vrai. Mais il a rien eu le gars a priori. Un peu de brûlé, des cheveux en moins, mais rien de catastrophique. Tu connais Deadpool, je crois que c'est ça. C'est Deadpool, ouais. Attends, c'est totalement faux. C'est effectivement très crédible parce que c'est des trucs qu'on pourrait voir. J'ai totalement inventé, même le nom du groupe Morkeh Idod. Ça me disait rien non plus. Je te suis dit, il y a un groupe qui s'appelle un peu comme ça, si je me souviens, Dodenimork. Mais même Mork, c'est du norvégien. Oui, donc ça existe. Et ton anecdote là, il s'est passé un truc assez similaire avec Gojira. En fait, vrai. Avec Gojira. Ah ouais? Ouais, Christian Andreu, le guitariste de Gojira, qui s'est cramé un sourcil. Il y a quelques années, avec un petit peu trop près d'un jet de flamme. Et c'est trop drôle. Et ouais, je crois que ça a été filmé d'ailleurs. Il s'est pris un extra. Ah ouais, ok. Un jet de flamme. Il a pris le temps déjà de s'éteindre et de regarder si tout allait bien. Et puis il est revenu finir le morceau, quoi. Ah ouais, hein. Mais il doit y en avoir un paquet d'anecdotes comme ça parce que moi j'ai souvenir d'avoir vu des groupes justement qui faisaient des cracheurs de feu sur scène, donc j'ai pas totalement inventé ça non plus. Je me dis il y avait forcément un qui était blessé. Il n'y a pas justement une histoire comme ça récemment. J'ai souvenir d'avoir vu ça, un rappeur là qui s'est cramé sur scène. Ah peut-être. Ouais, attends, faudrait que je recherche en même temps. Mais ça. Ouais. Je crois avoir vu passer un truc comme ça il y a peu de temps là. Je vais regarder. Le rappeur qui se serait... Ouais, il y a justement, pareil, un truc de pyrotechnie, tu sais, sur une avancée de scène, là. Et PLK, rappeur français. Ah, PLK, voilà, j'ai vu passer ça il y a PLK, pas tout proche de se faire brûler sur scène. Sa réaction est géniale. Alors, je sais pas si je vais lire tout l'article parce que je pense que c'est... Non, mais il y a des vidéos, c'est plus parlant, mais oui, comme quoi, le feu, voilà, quoi. Alors, effectivement, il a...
Il a voulu jouer avec un effet pyrotechnique et il s'est pris un petit retour de flamme. Et rien de très grave là. Mais... Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça. Je vais vous en faire une autre. Qu'est-ce que j'ai de bon en stock? Ok. J'essaye de pas te regarder, Luc, pour pas être influencé par tes mensonges. Je sais pas. Je pense que je suis un joueur de poker extraordinaire. Allez, vas-y, pose ta carte. Pour pouvoir jouer pendant le Covid, il y a certains groupes qui étaient un peu créatifs, et notamment le groupe Flaming Lips, qui a décidé de mettre tout son public dans des bulles de plastique géantes individuelles. Et donc chacun avait sa petite bulle de plastique et faisait des pogos. Donc on avait l'impression d'assister à une grosse partie de billard. Quel cauchemar. Je paye les accidents. Parce que je crois avoir vu des images de cette saloperie. Mais la sécu, il devait s'arracher les cheveux avec un truc pareil. T'imagines le nombre de problèmes que ça peut créer? On a un peu oublié, mais c'était la course aux idées les plus débiles, hein, quand il était question de on ne sait pas si on va pouvoir reprendre un jour, etc. Il y avait pas mal d'initiatives un peu lunaires comme ça. Hein. Mais en tout cas, je me rappelle avoir vu passer des images comme ça où les gens étaient dans des bulles. Ouais, c'est totalement vrai. Effectivement, je suis allé voir un peu des images de ce concert-là. Alors, ils ont dû limiter le nombre de personnes parce que du coup, c'est pas si terrible que ça. Là, il y a quand même les gens qui ont leur place avec leur bulle, mais c'est effectivement triste à voir. Tu joues devant 50 hamsters, c'est terrible. c'est exactement à ça que ça ressemble. T'es vraiment en train de jouer devant des hamsters, quoi. Donc, probablement pas le meilleur concert à faire. En tout cas, les gens avaient l'air de s'amuser, là. Peut-être qu'après 6 mois de confinement, tu trouves ça extraordinaire. Pourquoi pas? Non, mais bon. Une sur Dave Grohl, là, parce que il y a quelques trucs à son actif. C'est vrai qu'il fait pas mal de sketchs, ouais. Donc ancien batteur de Nirvana, chanteur de Foo Fighters, et il a été pris d'une diarrhée fulgurante lors d'un concert en 2016. Il aurait quand même continué, et apparemment peu de gens se sont rendus compte du désastre, et il l'aurait révélé dans une interview plus tard. Ah la vache. Après, tout est possible en soi. Je pense qu'il y a des petits breaks dans les concerts de Foo Fighters. Il y a bien un petit solo de batterie de 5 minutes où il a eu le temps d'aller visiter les chiottes de chantier du festival. Sûrement. En espérant. Ouais, après, faut voir comment ça s'est passé cette histoire, mais oui, je pense, oui. Le guitariste, après, qui glisse sur la flaque laissée derrière. Voilà, c'est ça. La question, c'est est-ce que ça s'est passé sur scène ou pas? Est-ce qu'on peut les renommer Flux Fighters? Ah non. Non, c'est totalement faux. Je me suis inspiré de la célèbre vidéo où tu vois qu'il se casse la jambe en live et puis il se fait faire un bandage pendant qu'il continue à jouer là. Ouais, la vidéo qui avait pas mal tourné parce que elle avait tourné malheureusement parce qu'à peu près au même moment Justin Bieber avait annulé un de ses concerts parce qu'il s'était mis à vomir sur scène et les gens s'étaient beaucoup moqués de Justin Bieber en disant regarde Dave Grohl lui il se pète la jambe et il continue à jouer. Bon, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même genre à comparer. Mais non, il n'y a pas eu de diarrhée fulgurante, juste la jambe pétée. C'est dommage, ça aurait pu. Je crois qu'il avait fini sa tournée sur une espèce de trône du coup. Ça tombe bien, ma prochaine anecdote concerne Dark Throne. et peu de temps après, c'était la tournée de AC/DC avec Axl Rose, qui s'était aussi pété une guibole, je crois, et il avait récupéré le trône de Dave Grohl. Ah, c'est drôle ça. Il me semble. Tes anecdotes, elles sont mieux que les miennes. Si tu veux continuer le jeu, n'hésite pas. Puisqu'on parle de Throne, Fenriz, chanteur de Dark Throne, il a été approché de nombreuses fois pour jouer avec son groupe dans des concerts de métal et surtout dans des festivals. Et il a toujours refusé jusqu'en 2014-2015. J'ai pas la date exacte là, mais il aurait accepté apparemment de jouer au Wacken pour environ 250 000 €. Il aurait ensuite annulé sa venue et il serait encore aujourd'hui en procès, en bisbille avec le festival parce qu'il n'a pas restitué l'argent. Une rumeur, je pense. Toi, tu dis faux? Je pense que c'est une rumeur. Ouais, je dirais faux aussi. Ouais, dites que mes anecdotes sont pourries aussi. Non, mais ça serait sympa. Non, c'est totalement faux. Par contre, c'est vrai que j'ai vu passer pas mal de trucs comme quoi ils étaient approchés avec des grosses sommes chaque année. Ouais. Même à un moment donné où le métal était un petit peu moins regardant sur les velléités politiques de chacun. Je sais qu'il y avait le cas aussi avec Burzum.
et ils proposaient des très très grosses sommes pour que les gars viennent jouer dans leur festival. Alors, le Hellfest et le Wacken se battaient un peu. Je pense que le 250 000 € est pas du tout exagéré. Je pense que pour Zoom, c'est pareil. Il y a dû y avoir des belles propales sur la table. Ouais, bon, je pense qu'aujourd'hui, ils les ont bien retirés. Et on comprend pas. Ouais, je pense. Oui, puis imagine, franchement, pour Zoom en live. Non, je pense que c'est. Mais Dark Throne, Dark Throne, ça peut être quand même curieux parce que deux gars du heavy punk speed comme ça, là, à deux. Imagine, ils assument le truc, justement, eux, parce que sur album, ils sont deux, réellement. Imagine, ils assument sur scène, et sur scène, ils envoient du steak à deux. Ça serait quand même assez impressionnant. Sympa. Et du coup, le fait de pas accepter de s'être jamais présenté, bah, il y a une part de mystère. On se dit, est-ce que c'est des arnaqueurs? Est-ce que, au contraire, ils veulent pas se montrer parce qu'ils respectent le fait de faire de la musique qu'à deux, et ils se disent que ça vaut pas le coup sur scène, ou juste parce qu'ils n'ont pas envie. Mais moi, ça me rend curieux quand même. Je me dis, qu'est-ce que ça pourrait donner? Je pense pas être le seul dans ce cas-là, d'ailleurs. Ouais, effectivement. Mais bon, peut-être qu'un jour, ils vont mettre assez de fric sur la table. Bah, sachant que là, ils ont ressorti un album il y a peu de temps, en début d'année, il me semble. Donc, ça serait l'occasion, quoi. Ils sont quand même assez productifs, mine de rien. Il y a des albums régulièrement. Ils ont de la matière pour faire du live et tout. Donc, même en montant une petite équipe, je pense que ça pourrait être sympa. Ouais, effectivement. Pas forcément être deux. C'est juste une question d'envie, à mon avis. Mais est-ce que Fenriz, il tourne quand même? Parce que je crois qu'il a un autre groupe à côté. Ah ouais? Il est chanteur dedans de Heavy. Ah oui, t'as raison. Mais je sais pas s'il tourne avec. Je sais pas s'il tourne avec. Et c'est incroyable quand même que des gars qui ont 40 ans de métier, si on peut dire. Ouais, il y en a qui n'ont pas d'intérêt pour le live, je pense, tout simplement. C'est quand même. Bah oui, mais c'est en fait, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'à l'inverse de Burzum, qui est quand même un truc assez contemplatif, je veux dire, c'est de la musique un peu ambiante, etc. Dark Throne, c'est conçu pour du live, c'est du heavy ultra rapide. Tu vois, il y a toute l'énergie punk, et de pas faire de live, je trouve ça assez incroyable. Mais bon. On voit alors un petit message. Bravo Dark Throne de pas céder, en tout cas. Genre un petit message fans qui réclament ça depuis effectivement. 40 ans. Pas céder à l'appel du fric. Allez, j'en ai encore 3 si vous êtes toujours chaud. Ouais, carrément. Dans les années 2000, on demande à Muse de jouer à la télévision italienne, et petit hic, on leur demande de jouer uniquement en playback. Ouais. Eux sont très agacés de ce truc-là, et du coup, pour se venger, ils décident d'inverser les rôles et de faire absolument n'importe quoi. Et le pire, c'est que personne ne remarque que le batteur est au chant, et vice-versa. Ouais, je crois vrai, et ça me rappelle Nirvana qui avait dû faire ça sur Nirvana, MTV. Ils en ont fait quelques-unes sur MTV. Nirvana avait fait ça. Iron Maiden aussi. Iron Maiden. Oui, il y en a plusieurs du rock. Nirvana, c'est surtout qu'ils avaient massacré leur show et ils fait exprès de chanter faux, c'est comme des patates. Ouais, ils mangeaient les micros et tout. Ouais, exactement. Donc ça, je pense que c'est vrai. C'est effectivement vrai. L'extrait a pas mal tourné. Il est vraiment hilarant parce que du coup, le playback, tu le vois à 1000 km. Et c'est encore plus drôle de voir ensuite l'intervieweur venir interviewer le batteur en pensant que c'est le frontman pour lui poser des questions. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont interverti leur rôle. C'est ça. Je l'ai peut-être pas bien expliqué là, mais c'est malin parce que du coup, le gars, il est piégé. Et oui, et comme en fait, ça se voit que ils connaissent pas tant que ça et que c'est un groupe un peu hype, alors ils les font venir, le présentateur, alors peut-être pour pas perdre la face, ça se trouve il le sait, mais en tout cas il va interviewer le frontman qui à ce moment-là est le batteur. Bien joué quand même. Donc ça donne un passage assez marrant quand même. Ouais, je pense que non, il a rien anticipé du tout. C'est possible. C'est fort possible. Connaissait pas du tout le groupe et que ça a été ridicule pour lui, mais que le lendemain il était passé à autre chose. Il y en a eu quelques-uns comme ça qui se sont vengés sur des lives. Effectivement, tu mentionnais Nirvana, ils l'ont fait 2-3 fois et puis sans massacrer, mais en tout cas jouer à un jeu et ne pas faire la prestation comme. Il y avait Rage Against the Machine aussi sur MTV où on leur avait intimé de ne pas. Fallait pas dire fuck. Trop compliqué. Et donc ils ont joué leur morceau iconique et au moment donné c'était que des bips en fait. Non, du coup eux avaient prévu avec MTV parce que je crois que c'est du live que ils devaient pas dire fuck et du coup ça les a énervés et ils l'ont fait encore plus et donc tu entends hurler fuck you ça. Et donc ça donne effectivement pour le monteur derrière.
derrière après. Je sais pas comment ça a été diffusé, mais en tout cas, tu peux retrouver cet extrait sur YouTube, là, où tu les vois en train de faire ce live, et ils sont encore plus énervés que d'habitude, parce qu'on leur avait dit de pas s'énerver. Oui. Celle-là est pas bien marrante, mais chanteur haïtien Mika Ben, Michael Benjamin de son vrai nom, et s'est effondré en 2022 sur scène, qui est Je sais même pas qui c'est. l'Accor Arena de Bercy. Il a été victime d'une attaque cardiaque, et donc il a réalisé le rêve ou le cauchemar de tous les chanteurs de décéder sur scène. Ah ouais. C'est qui, t'as dit? C'est un chanteur haïtien qui s'appelle Mika Ben. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est totalement vrai. Alors je cherchais, en fait, pour tout vous dire, je cherchais des morts sur scène, et il y en a quelques-unes, mais c'est beaucoup de trucs qui remontent énormément, et celui-ci est assez récent. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas qui me viennent. Et effectivement, je connaissais pas l'artiste, mais il a quand même joué à Bercy, là, donc c'est quand même rempli une salle qui est énorme, et il est décédé sur scène, c'était il y a 2 ans. Donc, tu en connais d'autres personnes des artistes? Alors ouais, j'ai trouvé plein de listes là, mais c'est pas trop des trucs que je connaissais vraiment. Mais il y en a eu quelques-uns, ouais, ça reste assez rare bien sûr, mais il y en a eu quelques-uns, ouais. Il y en a eu quelques-uns. Donc ça c'était Mika Ben, et j'en avais trouvé d'autres. Je regarde ma liste. Non, je ne retrouve pas. Mort sur scène. Alors après, c'est beaucoup, j'ai beaucoup de trucs que ce sont des humoristes ou des comédiens ou des choses comme ça, théâtre et tout. J'en vois pas tant que ça. Mais ça veut dire que les gars, ils font des crises comme ça. Ouais, bah c'était. Il y avait une chanteuse, alors je me rappelle plus du tout de son nom d'artiste, mais il y avait une chanteuse. C'était dans le sud de la France il y a quelques années qui s'est faite électrocuter sur scène. Mais non. Elle était pieds nus, il y avait de l'eau sur scène. L'électricité, c'était n'importe quoi. Et ouais. Donc, le gaffeur mal posé. Ah non, c'est comme quoi les conditions techniques. Infernales. C'était Aznavour qui disait toujours qu'il mourrait sur scène. Et il l'a pas fait en attendant. Il l'a pas fait, ouais. Vraiment quel nul. Il dit, mais il fait pas fiable, le gars. C'est clair. Ceci dit, il n'est pas passé très loin parce que je crois qu'il était en tournée pendant la période où il est décédé, donc ça aurait pu. Je crois qu'il a fait des concerts jusqu'au bout. Hein. Ça aurait pu. Mais il a menti. Allez, on va finir sur une un peu plus légère. Petite dernière. En 2004, en France, s'est produit un concert en salle rassemblant de nombreux métalleux et de nombreux groupes de métal. Et en montant sur scène, un des groupes portant tête d'affiche se va recevoir des dizaines de bouteilles de pisse. Et le groupe imperturbable va continuer à faire son concert jusqu'au bout. C'est pas Slipknot au Hellfest, justement? Slipknot, ouais. Alors évidemment, celle-là... Parce qu'ils sont arrivés en retard, c'est ça? Non. C'est quoi le problème? C'était l'ancêtre du Hellfest qui s'appelait le Fury Fest. Il y avait pas Korn aussi. Il y avait Korn. Il y a eu Marilyn Manson. C'était en 2004. Donc c'était les prémices du Hellfest, parce qu'en fait, à l'époque, Ben Barbeau, qui maintenant dirige le Hellfest, était trésorier de ce festival-là. Il a repris un peu les fonds et ce qui restait ça pour pouvoir lancer le Hellfest après. Mais donc ça, en 2004, Slipknot, en gros, font leur concert, et puis les gens sont pas contents de les voir parce que je sais pas trop exactement pourquoi. Non, parce que c'est du néo-métal. Parce que c'est du néo-métal. Il y a une ambiance très très toxique. Mais il n'y a pas une histoire de ça ils ont remplacé de dernière minute. Je crois même pas. Non. De ce que j'ai lu, il y avait pas ça. C'est vraiment. Oui, si c'est juste néo-métal, effectivement, ça correspondrait à une certaine vague où je une Korn, comme Gilles disait, Marilyn Manson de mémoire. Ouais. Et heureusement, ça s'est calmé un peu ces trucs-là, mais je crois que dans les années 2000, il y avait vraiment ce truc très très grégaire avec chacun son style, et puis on se tapait un peu dessus. Et effectivement, Slipknot monte sur scène et se reçoit plein de bouteilles de pisse. Ce qui est un peu hypocrite, parce que beaucoup de metalheads ont écouté ces groupes-là et n'assument plus aujourd'hui. Donc c'est un peu délirant. Je pense que tu avais aussi une espèce d'arrière-garde autoproclamée qui voyait d'un mauvais œil tout ce courant un peu nouveau. Puis en plus, pour le coup, le néo-métal, ça tranchait franchement. Rien que dans les looks, en fait. Tu vois des mecs arriver avec des baguilles et des casquettes. C'est ça. Au lieu des vestes à patch et des ceintures cartouchières. Je pense que vous vous souvenez qui sont ces gens. Le rap s'incline, le métal domine. Le métal domine, bien sûr.
Moi, il y a eu une grosse période comme ça, mais moi, je me souviens au Wacken, un truc tout bête dans le camp. En rapport avec ça, moi, j'avais une casquette à cette époque-là et j'avais un t-shirt Limp Bizkit, peut-être bien, et je suis passé dans un camp, il y avait que des blaqueux. Ça s'est pas très bien passé, et tu vois, je pense que j'étais dans le camp. T'es un faux, machin, enfin, tu vois, les discours. C'est fou. Et il y en avait encore il y a 10-15 ans, quoi. Ouais, moi, je me souviens quand on y était. Avec le hardcore, un peu le même délire. Ouais, je me souviens, moi, les premiers festivals qu'on a fait où il y avait vraiment ce truc-là, c'était très, très séparé, quoi. Je pense que c'est un peu mieux aujourd'hui, mais bon, il y a encore qui doivent entretenir cette image-là. Ah non, je me mélange les pinceaux. J'avais un t-shirt Terror, donc gros hardcore, et il y avait Limp Bizkit. C'était au Sonisphère, ça. Ouais, exactement. Tu cherchais un peu aussi, Axel. Ça va, Terror, il y a pire. Et comme il y avait Limp Bizkit à l'affiche au Sonisphère, les gars étaient là. Ouais, de toute façon, toi, t'es là pour regarder Limp Bizkit et tout. Oui. Ça n'existe plus, ça, le Sonisphère, d'ailleurs. Hein. Oh non. Non. Je suis un peu largué. Ça a échoué un petit peu ce truc-là. Ils ont galéré, je crois, sur la fin. En fait, même après le Covid, il y a beaucoup de festivals. Là, je me souviens du Fall of Summer qui n'existe plus aussi. Ragnarok, on n'en parlera pas parce que c'est une des plus grosses fraudes. Sonisphère était un peu compliqué. Je me souviens que c'était sur béton. Et du coup, le Sonisphère. Celui que j'ai fait, moi, je sais plus où c'était. Amnéville, à côté de Metz. Exact. Ouais. Mais je suis presque la première édition de ce truc-là où il y avait le Big Four. Goudron. C'est ça. Hyper dangereux. C'était compliqué. Vous avez des souvenirs de trucs un peu insolites en festival ou pendant un concert? À quel niveau? On va revenir peut-être sur le côté scénique, peut-être? Ouais, côté scénique ou dans les fans. Ça parle on va pas te parler du camping. Non, mais bon, si vous avez des trucs que vous avez vus devant la scène, vous pouvez y aller, mais peut-être plus sur les artistes. Mais bon, en fait, les deux, des trucs un peu marrants dont vous vous souvenez, il y en a comme ça? Bon, alors évidemment, les gens qui pratiquent le coït dans le public, moi j'en ai vu 2-3. Des aventuriers, des aventuriers du dimanche. Je me rappelle d'un beau moment de live, un truc un peu unique. C'était au Hellfest 2013 ou 2014, où Down était programmé. Donc Phil Anselmo et tous ses potes. Et il y a un groupe qui a été... Je crois que c'était Clutch. Oui, c'est ça. Clutch qui a annulé sa presta. C'est ça. Et parce que je crois que le chanteur venait de perdre son père, donc il est reparti aux États-Unis vraiment au dernier moment et tout. Ah, ça me parle. Et du coup, le Hellfest s'est retrouvé avec un trou dans la prog. Et Phil Anselmo a dit non, mais t'inquiète. J'arrive. Ben Barbeau, on va te faire un truc aux petits oignons. Tu gardes le créneau et on va faire des buffs et tout. Et du coup, il y avait plein de zikos de la Nouvelle-Orléans. Il y avait les gars de Dawn, mais il y avait aussi, je crois qu'il y avait Crowbar, donc qui est un peu mélangé avec Dawn. Oui. I Hate God. Et puis les zikos restants de Clutch, je crois, puis sûrement d'autres groupes. Et il y a eu, en fait, ils ont fait des buffs. Ils ont fait des buffs. On y était cette année-là. Toi, tu y as assisté à ça? Parce que moi, j'ai pas assisté. J'étais à ce Festa 2014, mais moi, j'allais pas voir ça. Donc j'étais devant la petite scène black metal, donc je pense que c'était en 2014, ça. C'est ça que t'as dit, en 2014. Mais c'était aussi, toi, Axel. C'est plutôt, je pense. Bon, bref. Je crois que c'est plutôt que... moi, j'ai éditions, donc c'était soit 2013, soit 2014. Ah oui, d'accord. Et c'était bien ou un peu pourri? Musicalement, c'était pas... En fait, il y avait surtout... Enfin, j'en ai pas un souvenir incroyable on n'a pas entendu... c'était pas du miel dans nos oreilles. Ouais. Mais il s'est passé un truc un peu unique, quoi. Et je pense que c'était... c'est vraiment un très, très bon souvenir. Ouais, il y avait un petit côté magique. T'assistes à un truc qui arrive jamais, quoi. Qui n'était pas prévu dans un festival où quand même tout est relativement bien cadré, bien calé. Ouais, c'est ça. Et là, pendant 1 heure, t'as des icos qui font des tournées mondiales tous les ans. C'est assez incroyable. Qui se retrouvent ensemble et juste qui s'éclatent. Et c'est pas mal. Surtout dans un fest d'une ampleur comme celui-ci où tout doit être bien ordonné et tout. Enfin, je veux dire, ça s'improvise pas. D'avoir eu un petit créneau comme ça, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ouais, c'est sympa. Carrément, ça c'est un souvenir un peu unique, ouais.
Pour rejoindre un peu le côté technique dont on parlait tout à l'heure, là, moi j'ai souvenir de Zakk Wylde, Black Label Society, qui fait un concert au Hellfest et qui, à un moment donné, tape un solo de guitare d'une longueur mais infernale. Oui, exact. À tel point que tous les icônes se barrent de scène et lui tape son solo. Et donc, au début, très sympa parce que c'est probablement un des meilleurs guitaristes aujourd'hui dans la scène. Il y a des gens qui se sont barrés. Il y a des gens qui se barraient et il a fini par se faire huer alors que je pense qu'il y en avait pour un quart d'heure de solo facilement. Et donc il se faisait, alors que c'était parfaitement technique et c'était magnifique, il s'est fait huer par la foule. Je sais que les gens criaient allez c'est bon. La foule c'était reculé et il y a eu une vague, tout le monde allait chercher son sandwich et tout quoi. C'est hallucinant. Effectivement, il y avait la queue au bar. La queue au bar à ce moment-là. C'était très drôle parce que c'était à la fois un moment d'anthologie en termes de technique et un peu un fiasco, quoi. C'est dommage pour lui quand même. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça. Bon, après, des groupes avec des sons pourris, inaudibles, ça, j'en ai vu quelques-uns. En festival, c'est pas aussi le meilleur exemple. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi là où tu as les énergumènes, et puis c'est là où tu as le plus. En fait, c'est là où tu peux avoir le plus d'anecdotes insolites, parce que c'est à la fois là où tu as le plus de monde, mais c'est aussi à la fois là où ils sont le plus pressés par le planning. Donc, t'en as qui arrivent un peu mal préparés, ou leurs balances sont pas bien faites, et donc. C'est ça, parce que la qualité de son, elle joue énormément aussi sur le ressenti de la presta. Ça se trouve, les mecs, ils jouent très très bien sur scène, et toi, t'es un peu gâché. Enfin, je veux dire, ton moment avec. T'as du vent dans les retours et tout. Et t'entends mal et tu te dis mais c'est quoi ce son de chacal alors qu'en fait si ça se trouve c'est très bien. Moi je me souviens avoir vu Emperor comme ça. Emperor avec un vent de malade, t'entendais plus rien quoi. Ouais, c'était donc, peut-être le sample du vent dans leur album. The Night Side Eclipse. Putain. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas si tu te souviens aussi, groupe de black metal Shining qui s'était barré au bout de 20 minutes de concert au Hellfest parce qu'il était pas content. Il a juste fait puis il s'est barré. Ça, c'est pour jouer. Encore qu'il avait été très calme. Hein. Il avait été très calme. Sur sa fin de galère. Là. Ouais. Et à l'inverse, moi, je l'avais revu avant ou après, je sais plus, en concert à Rennes. Et c'était peut-être un des meilleurs concerts que j'ai pu voir en termes de technique, là, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'en fait, ces musiciens live sont majoritairement des gars issus du jazz. Ouais. Et donc, qui ont un niveau, c'est parfait, quoi. C'est comme une technique incroyable et qui, du coup, osent en live aller un petit peu au-delà de ce qu'il y a dans l'album. Et c'était une performance vraiment incroyable. Il y a de l'impro, pas mal. Il y a de l'impro, pas mal, même sur album, t'as des one-shots, t'as des trucs qui n'ont pas été prémédités du tout. C'était vraiment pas mal. Et c'est bien qu'il y en a encore un petit peu, des trucs comme ça. Ouais, surtout dans le black metal surtout dans le black metal. Il y en a beaucoup qui se foulent pas trop, là. On fait du trémolo le plus vite possible, puis on verra plus tard si ça sonne bien. Ouais, un micro dans une patate et puis on verra bien ce que ça donne. C'est ça. Là, non, c'était vraiment très clean, quoi. Puis le son excellent et tout, non, c'était super. Et super, et à l'inverse, au Hellfest, fuck off. Et il y en a plusieurs, je me souviens d'un Marduk, moi, pareil, comme ça, qui est arrivé, gros carnage, et puis d'un seul coup, tu te dis, il va y avoir une suite. Et tu sais, c'était une petite interlude où normalement ils vont boire un petit coup, changement de drapeau, enfin j'en sais rien, un truc de décor, machin. Et puis ils sont jamais revenus, ces cons-là. Ils sont jamais revenus. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait pareil avec mon ex. Et en fait, tu regardes l'heure et tu fais, mais attends, ils étaient prévus une demi-heure et ils ont joué 10 minutes et ils sont jamais revenus. Ouais, je pense qu'il y en a quelques-uns comme ça. Ça, c'est assez dingue. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est là? Quand c'est en festival, tu te dis, ça va, j'ai de quoi me rattraper ailleurs. Mais quand t'as payé ta place en salle, etc., t'as fait la démarche, tu vois. Un groupe qui tu sais, on peut en parler, ça peut être intéressant, mais un groupe qui fait un truc comme ça, alors que moi je les attends. Je le prends perso. Tu le prends mal. Regarde la preuve. Je vais le retrouver en backstage. La preuve, je vais jamais les écouter, je pense. La preuve avec les Guns N' Roses qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Les mecs, ils ont carrément défoncé des bornes d'arcade et tout. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça déjà? C'est ce que j'ai lu dans l'article alors. J'ai peut-être mal traduit. Non, mais peut-être. Bref, les gars, ils ont tout destroy et à mon avis, je pense qu'ils ont brûlé les discographies qu'ils avaient chez eux. Imagine, c'est comme un fan de Johnny. Johnny, il leur fait un gros fuck sur scène. Je pense que les mecs, ils chialent, il y en a, ils se suicident derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'imagines les fans de Taylor Swift alors? Oui, enfin, bref, je dis Johnny parce qu'on les visualise comme des fans hardcore, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Mais
ouais, c'est un petit peu un manque de respect, quoi. J'avais lu un truc comme quoi Taylor Swift, justement, là. Bon, j'ai jamais trop écouté ses sons, mais apparemment, c'est peut-être l'artiste qui fait une des plus grosses tournées de l'histoire de la musique. Il semblerait qu'elle soit tout le temps pile à l'heure, voire un peu en avance. Enfin, pour le coup, c'est hyper timé, cool. C'est un truc très, très précis, là. C'est agréable. Et je pense que les fans en ont pour leur argent avec ce genre de choses. Moi, j'étais allé voir l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais, ça passe tellement vite, Mylène Farmer. Elle nous avait fait poireauter, mon pote, pendant tellement longtemps. Je crois on a attendu 40 minutes. On se demandait si elle allait venir, quoi. Je m'en fichais un peu. Je suis pas un fan extrême. Mais quand même, t'as payé ta place, t'es dans un stade, t'es dans un gros stade. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est de moins en moins, quand même, ça. Les artistes qui font poireauter. Ça a l'air mieux, ouais. J'espère, parce qu'au final, c'était un peu attendu à un moment et maintenant, faut un peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a plus de punk, ma bonne dame. C'est qu'en fait, c'est ça, ça fait plus punk maintenant, ça fait plus, je m'en bats les couilles de vous, quoi. Et c'est ça. T'en as un peu dans le rap qui continue maintenant, là, pourquoi pas, si ça joue avec le personnage, je veux dire, un Marduk, moi, ça me gêne pas. Un mec comme des mecs comme Shining, ça me dérange pas que le gars, il dise fuck off et qu'il s'arrache. Bon, je suis un peu déçu. Mais à la fois, je suis venu là pour voir un spectacle dans ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? Mylène Farmer, ça fait un peu... tu vois, elle se laisse attendre, quoi. Ça fait le petit caprice de star. Axel Roses, quoi. C'est... Non, mais vous inquiétez pas, je suis en train de boire mon petit coup. J'arriverai quand j'arriverai. Puis finalement, j'arriverai pas. Dans une chambre d'hôtel à New York. J'arriverai pas. Bon, tu vois... mec, si t'es dans la chambre d'hôtel à cette heure-là, en train de faire ce que tu fais... c'est sûrement grâce à ceux qui t'attendent en fait en bas là. Donc, c'est ça. Tu vois, un petit peu de respect derrière quand même. Bon, bref. À l'inverse, aussi pareil, le concert de Orelsan que j'avais vu là, il s'était planté à un moment donné sur un morceau, je sais pas, il avait oublié les paroles, un truc comme ça, et il avait repris le morceau du début parce que c'était un morceau qui était très attendu par les fans. J'avais trouvé ça pas mal, tu vois, d'accepter de se planter sur scène, de dire je l'ai foiré, je le reprends depuis le début. Sympa. Il y a un truc quand même où tu te dis ok, le mec il est prêt à rogner un peu sur son ego pour. Ouais, je suis là pour vous fournir un truc propre, quoi, les gars. Vous avez fait le déplacement. J'avais trouvé ça pas mal. Star de ce calibre-là, de dire ok. Si Metallica devrait faire ça, on aurait 4 heures de show. C'est tiré sur l'argent. Je rigole parce que pareil, je suis allé voir au Stade de France et franchement, moi, j'ai passé un très bon moment. C'était la tournée, tu sais, des 2 dates à la suite au Stade de France là. Ouais. Et moi, j'ai passé un super moment. En plus, j'ai eu que les meilleurs morceaux et tout. Un ami qui est allé le lendemain, et il était très très déçu parce que il a eu tous les morceaux, tu sais, de la deuxième vague Metallica et c'était pas ce qu'il attendait, quoi. Donc on a 2 versions de shows différents à 2 jours d'intervalle et Ah oui, je me souviens, oui, effectivement. Moi, j'ai eu tous les tubes de Metallica et puis étonnamment, c'est pas comme sur YouTube, hein. Les gars, ils jouaient très bien. Ceci dit, dans ce que tu dis là, je vois un truc qui est quand même plutôt cool. Ça veut dire quand même qu'à 2 jours d'intervalle, ils ont 2 setlists. Ils avaient 2 les gros fans, il y a un effort. Pour les 2, quoi. Mais sauf que ça, c'était pas forcément précisé. Je crois que Metallica, ils mettent un point d'honneur à faire ça, mais depuis très longtemps, en fait. C'est pas mal. C'est une setlist par concert. Mais c'est cool. Pas avoir une setlist qui va faire toute la tournée. C'est très cool, mais ça, c'était pas précisé. Et parce qu'en fait, je pense qu'à l'origine, cette date-là était prévue pour vendre le pass 2 jours et faire 2 soirées Metallica. Donc, le set était pensé comme ça, tu vois. T'avais vraiment celui que je suis allé voir avec tous les vieux morceaux des 4 albums classiques. Puis après, le second soir, c'était l'autre phase. Il y a eu du Lulu. Mais ça devait être très sympa aussi, en soi. Enfin, je veux dire, ça reste Metallica. Mais quand t'es un fan de Metallica et que tu tapes que cette vague-là, je pense que, ça doit t'embêter un petit peu. Donc, je pense que ceux qui ont pris les 2 jours ont dû surkiffer parce que, t'avais de quoi manger. Je vais revenir quand même sur tout ce qui est technique et live, là, puis reparler un petit peu de ton expérience, Gilles. Déjà, toi, Axel, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de faire du live toi-même ou pas du tout? Absolument pas. Moi non plus, j'avais fait des salles de répète un peu moisies à jouer avec des potes. Là, mais en fait, ça s'arrête à ça. Je ne sais il faut l'évoquer. C'est quand même intéressant de dire qu'il y a une tentative échouée. Il faut l'assumer. Et il y en aura d'autres probablement. Mais
Toi, Gilles, pour le coup, t'en as fait quelques-uns déjà. Est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience? Est-ce qu'il y a des choses un peu complexes que tu as dû mettre en place pour ça, ou est-ce que c'était très smooth parce que tu étais avec, je sais pas, des potes ou autre? Est-ce que justement, pour le coup, on parlait de technique, est-ce que tu as dû bosser de la technique pour ça? Ça m'intéresse d'avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus. Wow, alors c'est assez large, hein, parce qu'il y a concert et concert. Je pense que j'ai fait des concerts devant plus de monde et dans des conditions plus souhaitables, dans le genre grosse scène, ampli qui crache, etc., petit festival et tout, avant d'en faire une optique de carrière. Depuis que je fais des concerts plus pro, en réalité, ça se passe dans des endroits beaucoup plus confinés. C'est des trucs plus confidentiels, en fait. J'ai fait pas mal de concerts avec un trio jazz manouche. Ok. Donc là, on peut parler technique parce que ça m'a demandé pas mal de taf et ça m'a coûté 2 tendinites. Ouais, parce qu'en fait, toi, c'est pas du tout ton style de prédilection à la base. Même, j'imagine, je sais pas à quel point t'es à l'aise et confiant sur une guitare folk ou une guitare classique, là, dépendant sur quoi tu jouais, mais ça a dû te changer pas mal. Ouais, ça m'a changé pas mal. Bah, j'ai racheté une guitare un peu pour l'occasion, hein, parce que j'ai joué sur guitare folk pendant cette période-là. Il a fallu que j'achète vraiment une bonne guitare parce que j'avais des choses qui étaient sur lesquelles c'était peut-être un peu compliqué de jouer 3 heures. Et donc, c'était quoi? Tu avais une tournée, c'est ça? T'as pu faire plusieurs dates avec eux? Non, c'était pas non plus de la tournée, mais c'était des dates régulières. Mais bon, ça a été de l'animation, quelques concerts quand même dans des soirées un peu plus festival, un peu guinguette. Et est-ce que tu avais un petit aspect soliste ou tu étais plutôt en rythmique? Complètement. En fait, quelque chose que tu retrouves beaucoup dans le jazz, je pense, d'une manière générale, c'est que tout le monde est soliste. Ouais. Nous, on était 2 guitares et un sax. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que pour jouer, donc on jouait essentiellement des standards, donc des morceaux vus et revus, mais un peu connus par tous les amateurs du style. Donc, le principe, tu vas avoir une grille d'accords et une mélodie qui va par-dessus. Tu commences le morceau comme ça. Une fois qu'on a terminé la mélodie et la grille d'accords, on recommence, mais cette fois, il y en a un de nous qui va prendre le rôle de soliste. Et en fait, on va faire tourner la grille comme ça, chacun notre tour. Donc c'est quelque chose qui va être défini à l'avance, mais en général, sur chaque morceau, on avait tous notre passage solo. Quand des fois c'était des grilles qui étaient très longues, il y en avait que 2 qui faisaient du solo, voire qu'une personne. Donc généralement c'était notre saxophoniste Camille. Et voilà. Et puis nous, on se rejoignait à la fin pour refaire tourner une fois la grille avec le thème. S'il y avait une fin qui était écrite, on la jouait, et puis voilà, quoi. Excellent. Mais en termes de préparation, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé. Tu as dû demander beaucoup d'heures, hein. En fait, c'est... à la fois, c'est beaucoup de préparation, et en même temps, 75% du concert, il est improvisé, quoi. Parce que... oui, mais ça demande une certaine aisance quand même, parce qu'il faut savoir... faut savoir quand est-ce que... Enfin, tu dois avoir une sacrée alchimie avec les mecs avec qui tu joues pour savoir quand est-ce que tu vas changer, quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors que ça, qu'il y a une fin, tout ça. Je sais qu'il y a une part de feeling, mais quand même, il faut bien se connaître, quoi. C'est une forme de technique qui est complètement différente de ce qu'on pourrait avoir comme approche de la musique. De l'idée qu'on s'en fait, en tout cas. Si on veut comparer ça avec le métal, par exemple, ça va être très différent. On dit, bon, c'est le truc un petit peu cliché qu'on a tous entendu 10 000 fois quand on dit que le métal, c'est proche de la musique classique. En fait, c'est un peu vrai dans le sens où ça va être très écrit. Ça va pas être... t'apprends des morceaux par cœur. C'est ça.
C'est ça. Là, dans ce que tu décris, il y a une grosse part de, on laisse la musique vivre. Ouais, c'est super intéressant. Mais à la fois, c'est un exercice qui, le jazz, c'est beaucoup ça. Ouais. Et donc, vous répétiez souvent? Comment ça se passe pour justement avoir cet effet-là? Est-ce que vous répétiez souvent ou au contraire, vous laissiez le live faire son truc sur le moment, quoi? Comment vous faisiez ça? On répétait assez régulièrement quand même pour être sûr que les grilles tournent. On rajoutait souvent des nouveaux morceaux aussi. D'accord. Et puis pour retravailler les grilles, des fois il y avait des changements de tonalité, donc tout ce qu'on avait appris, il fallait savoir le jouer. Je sais pas, une carte au-dessus ou vraiment. Enfin, il y avait pas mal d'adaptations comme ça de certains morceaux. Nous, on avait, c'était un sax qui faisait les thèmes, donc le sax, je sais pas si c'est exactement ça, mais je crois que le sax c'est en si bémol. Et du coup, il y avait certaines tonalités qui étaient chiantes pour le sax, donc il fallait qu'on les modifie, etc. Modifier tout ça pour que ça rentre. Tous ces trucs-là, c'est quelque chose que tu prépares à l'avance et puis tu fais tourner les morceaux, voir si ça sonne ou pas, si tu t'amuses dessus ou pas. Et puis, si au moment où tu le juges présentable, c'est parti, ça rentre dans la setlist et puis ce sera joué au prochain concert. Okay. T'as un bon feeling en live, toi? Tu te sens à l'aise? Ou est-ce que c'est très récent ou est-ce que c'est pas encore le cas? Ça dépend beaucoup des gens avec qui tu joues, en vrai. Moi, j'ai eu du bol là-dessus, c'est que j'ai le sentiment d'avoir toujours joué avec des gens qui étaient qui s'écoutaient mutuellement, en fait. Parce que il n'y avait pas un gars en avant qui était là pour faire sa guitare, c'est mon groupe, regardez-moi Monsieur Melon. Ouais, t'as ça, et puis t'as le côté aussi où il y a un moment où juste on joue plus ensemble. C'est-à-dire quand tu commences à jouer avec un temps d'écart, ça va pas. C'est ça. Mais ça peut arriver avec. Je crois qu'on est en train de te perdre, Gilles. Ah, tu m'entends? Ça va cracher. C'est bon, ouais, j'ai eu des petits soucis de périphérique là. J'ai mon téléphone qui essaie de se connecter. Pas de problème. Mais ouais, je sais plus trop ce que je disais. Ah oui, quand tu fais un concert où il peut se passer n'importe quoi sur scène, mais à un moment tu peux être distrait, donc tu peux louper un temps où il peut se passer quelque chose où tu lâches ta guitare pendant 3 secondes, etc. Si les autres avec qui tu joues sont attentifs à ça, si toi t'es pas perdu non plus, tu connais suffisamment ton set pour reprendre au bon moment, etc. Tout se passe bien. Moi, je me sens pas en danger quand je suis sur scène et que je suis bien entouré. Tu joues, t'as l'impression de c'est fun pour toi? Ouais, franchement, ouais, toujours. Je pense que c'est pour moi, ce serait rédhibitoire. J'ai du mal à faire semblant. Tu vois, si je me retrouve à jouer un set, ça arrivera sûrement. Hein. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Mais de jouer vraiment un set qui m'emmerde profondément, où j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine. Ça m'est pas arrivé encore. Ouais, t'arrives toujours à prendre plaisir. Ouais, des fois plus que d'autres, forcément. Mais pas forcément évident parce que pour arriver à un niveau comme le tien, il faut quand même bosser énormément, je pense, même des fois tout seul chez toi. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, toi, tu joues tous les jours, en fait. Il y a du travail derrière, donc pour ne pas en avoir, tout continuer à prendre plaisir avec tout ça. C'est quand même. Alors que là, j'aperçois chez Axel sa guitare avec des cordes rouillées dans le fond, là. Oui, celle-ci, tu vois bien ce que c'est comme guitare, Luc. Pas de jugement. Tu passes le balai avec celle-là? Celle-là, tu vois bien ce que c'est. C'est une relique, ça. C'est la première guitare. Alors, attends, laisse-moi regarder à ma gauche. Il y a une basse. Pareil, tu peux choper le tétanos en jouant dessus. L'autre guitare est nickel, par contre. Bah oui, parce que, regarde, je passe mes soirées à faire des discussions avec des gars dans votre genre, donc j'ai pas le temps de changer mes cordes et puis je joue plus. Ah, parce que t'as fait d'autres numéros de podcast sans moi, je suis pas au courant là de tes discussions. C'est marrant que vous parliez de ça parce que j'ai fait mon dernier réglage de guitare, mon dernier changement de corde, mon dernier petit entretien
de guitare en écoutant le premier épisode que vous avez fait. Ah, stylé. Excellent. Ah ouais. Cool. Très cool ça. Ouais, l'entretien des instruments, c'est un truc assez important aussi. Oui, pour le confort de jeu, l'apprentissage. Si t'as un truc rouillé, comme tu dis là, pour blaguer. Ouais, et puis d'arriver sur scène avec une guitare où tu sais qu'elle va pas te lâcher dans les mains parce que t'as déjà joué 15 heures dessus cette semaine. Et il y a pas de problème. C'est marrant qu'on parle. C'est marrant qu'on parle de ça. J'ai envoyé un morceau à Axel récemment d'une petite maquette que j'avais fait. Et un de ses premiers retours, c'est de me dire c'est quasiment fini, il n'y a pas grand chose à retoucher. Et je lui ai dit de réécouter ça sur des bonnes enceintes parce que j'ai une guitare que j'ai enregistrée, une guitare folk, qui est enregistrée avec des cordes complètement pourries. Et donc, elle est complètement désaccordée. En fait, c'est ça. Je pense que tu pouvais pas l'entendre avec une écoute en voiture ou autre. Et là, c'est l'exemple typique d'un instrument pas du tout entretenu. Ah, c'est pas cool. Même là, tu vois, tu le mentionnes à côté de toi, mais oui, c'est pas cool. C'est dans un état pitoyable. En fait, je m'en préoccupe quand on est sur des projets et comme en fait, je joue exclusivement dans ces moments-là. Là, en attendant, ça reste à l'air libre. Ça t'est arrivé, Gilles, de péter une corde en live? Oh là, oui. Je ne compte plus le nombre de fois où ça m'est arrivé. Comment tu fais dans ce cas-là? C'est quoi ta pirouette? C'est quoi ta pirouette préférée? Tu continues à jouer sans? Est-ce que tu interromps pour aller la changer? Est-ce que... Non, peut-être pas, ça c'est hyper long. Est-ce que tu sors une deuxième guitare de ton chapeau? Est-ce que tu as une autre guitare? En général, j'ai une autre guitare, ouais. Ah, futé les gars. Sauf que c'est un ukulélé. Ça, mais tu vois, pendant un moment, avec mon premier groupe que vous avez connu. Ouais. En fait, les tout premiers concerts que je faisais, c'était j'étais au chant aussi en même temps. Et c'est vrai que t'étais au chant, mais tout début. Ouais, les premiers concerts que j'ai fait, je chantais en même temps que je faisais de la guitare. Et je me rappelle d'un concert où du coup j'avais une guitare avec un Floyd Rose. Aïe. Donc vous me voyez venir. Et je chantais en même temps. Et en fait, les guitares avec des Floyd, toutes les cordes tiennent grâce à la tension des unes, des autres, et des ressorts qui sont à l'intérieur de la guitare. Une corde qui pète, toutes les cordes sont de travers. Et c'est très très compliqué. La guitare est injouable. Et ça m'est arrivé d'avoir une corde qui pète alors que je devais chanter en même temps. Et avec la tige de vibrato, j'essayais d'ajuster pour que ça soit à peu près juste. Et je jouais vraiment le strict minimum. Et je crois que j'ai même fini en coupant le volume de ma guitare et en faisant semblant de jouer. Et puis je chantais en même temps. Heureusement, il y avait une deuxième guitare. Il y avait un autre guitariste sur scène. Et puis moi, j'ai pu changer de guitare entre deux morceaux. Mais ouais, on fait avec. Pour décrire peut-être un peu plus ceux qui savent pas ce que c'est un Floyd Rose, tu l'as bien dit, là, c'est un système qui sert à bloquer les cordes. C'est censé permettre 2-3 trucs, notamment un accordage un peu plus précis et puis aussi de faire quelques effets là, de vibrato. Mais effectivement, souvent sur certaines guitars, c'est une plaie. Surtout d'entrée de gamme. Et d'ailleurs, j'en avais une guitare comme ça. C'est pas toi qui l'as ici. Elle est chez moi, là. Elle est en dessous de lit. Que je n'ai jamais pris le temps de regarder parce que justement, elle a un Floyd et que ça casse la tête un peu. Est-ce que je te l'avais filé pour que tu la retapes, c'est ça? Tu veux pas faire des trucs? Mais au final, par flemme, parce que justement, c'est une guitare d'entrée de gamme, c'est la première guitare, quoi. Donc, il y a beaucoup de galères avec ça. Floyd Rose de qualité moyenne. De chez LTD, là, ESP LTD, et puis effectivement. Il y a des trucs très bien, mais c'est que là, on est sur des guitares, budget mini, du débutant, quoi. Donc, le Floyd, erreur fatale. Ça me fait penser à ce que tu dis, Axel. C'est quand même un gros budget de préparer du live, là. Est-ce que c'est un truc dans lequel tu arrives à t'y retrouver, Gilles? Est-ce que c'est une galère? Est-ce que tu le vois comme un investissement? Alors, moi, en ce moment, j'ai fait un concert il n'y a pas très longtemps. J'ai joué avec un groupe avec lequel on fait pas mal de cérémonies de mariage. Ok, excellent. Et, tu joues du Megadeth? Exactement. Non, ça va être un répertoire qui va être pas mal funk, soul, un peu jazz. Et puis, c'est avec des chanteuses et des chanteurs qui viennent du gospel.
Ouais, donc, ça fait un mélange qui est plutôt cool. Et comme d'habitude, moi j'emmène 2 guitares. Et pour ces concerts-là, tu vois, je les regarde. Là, j'emmène une Fender custom avec 2 humbuckers. Je sais plus quelle série c'est, mais c'est une guitare qui neuve coûte dans les 900 €. Et sinon, j'ai une petite Strat Squire que j'ai achetée sur une brocante l'année dernière. Et ça fait 3 dates que je fais avec ma Squire à 200 € et tout se passe bien. Ah ouais. T'as combien de guitares en tout? J'en ai 7 ou 8, je crois. Ok. Oui, donc je m'attendais à faire. Ça commence à faire, mais c'est. Mais après, elles ont toutes un usage précis, ouais. Un usage un petit peu différent. T'as aussi des changements d'accordage. T'en as acheté une pour le confort, justement, avec le groupe dont tu parlais il y a 5 minutes, là. Ouais, oui. Ça, donc, une vraie guitare qui tient. Une vraie guitare qui tient la route. En même temps, si tu veux commencer à faire du live, à progresser, à faire de la qualité, je pense que. T'as besoin d'instruments fiables. Après, je trouve que sur les guitares acoustiques, t'as un côté un petit peu plus. Tu peux pas y faire grand chose en fait. Si t'as une guitare avec une lutherie pourrie, la guitare elle sera toujours pourrie. C'est ça. Une électrique, tu peux upgrader un petit peu. Voilà, ma petite Stratocaster Pourra que j'ai acheté sur une brocante là. Ouais, j'avais pas mal de pièces qui étaient rouillées, je les ai virées. Pour l'instant, j'ai toujours les micros d'origine. Parce que je trouve qu'ils ont un caractère sympa. J'ai changé les mécaniques parce que le plus important c'est la tenue de la tenue d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué le chevalet, changé le sillet. J'ai fait faire un sillet en os quand même. Et j'ai changé les mécaniques. Donc il y a eu on va dire une centaine d'euros de modifs dessus. Et c'est une guitare qui a 200 et quelques au départ, un truc comme ça. 200, 300 Donc au final, 300 € de mis dans une gratte. Et je peux faire un concert de 3 heures où je m'en fous plein les cordes. Vraiment et puis sans scrupule aussi, parce que c'est pas une guitare que tu as payé 2500 €, quoi. En live, tu peux la martyriser un peu plus. C'est ça, je me sentirais pas forcément très bien le jour où je dois emmener une guitare qui a coûté très très cher comme ça. Je suis pas forcément fétichiste de ça déjà, et je me dis moi les instruments c'est mes outils, donc ils vont forcément. Faut qu'ils vivent, quoi. Ils vont être utilisés. C'est ça. J'ai pas envie de. Si t'as peur de sortir, si t'as peur de sortir ton truc parce qu'il est tout beau, tout neuf, autant le mettre dans une vitrine. À la limite, tu fais des collections. Il y en a qui faire de rayures. Il y en a qui font ça. Ils collectionnent les instruments et c'est très bien. Mais là, toi, ça a une utilité. Moi, c'est pas ce que je cherche. Mes guitares, je suis pas un sauvage non plus, tu vois. Je marche pas dessus. Hein. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est que tu n'es pas là en train de mettre des gants en lin pour les prendre. C'est ça, mais pour autant, c'est des outils. Moi, je vois ça comme des outils. Donc, faut pas hésiter à s'en servir. Faut vraiment passer du temps avec pour bien les connaître. Savoir pouvoir anticiper comment ton instrument va réagir, etc. C'est ce qui fait aussi que tu peux être plus à l'aise sur scène, quoi. Tu leur murmures des petits trucs au chevalet avant. C'est ça. Tu leur donnes des petits noms. Des noms de femmes, je crois, la plupart du temps pour une guitare. Il y a un vrai truc de ça? Non, je sais pas. C'est quoi? C'est érotique parce que tu poses des mains dessus? Parce que tu passes ta vie avec. Tu passes ta vie avec, tu dors avec. Surtout quand t'es un préadolescent. C'est le seul truc que tu touches. C'est pas faux que je jouais plus de guitare quand j'étais dans cette phase-là. Et en mettre de temps en temps, mais je suis pas assez assidu. Et toi, Gilles, pour pouvoir faire tes concerts, tu as un statut d'intermittence, c'est ça? Alors, j'ai pas encore le statut d'intermittent, mais moi, je fais des cachets, c'est-à-dire que je fais des dates rémunérées, déclarées, avec un contrat de travail, etc. Le statut d'intermittent du spectacle, c'est quand tu arrives à un certain nombre de cachets. 507 heures, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est le minimum, et ça te permet d'être indemnisé sur les périodes où tu ne travailles pas. Donc, les périodes où tu ne fais pas de concert, a priori. Donc, c'est ça que tu aimerais faire à terme ou pas spécialement? C'est ça, mais c'est mon objectif depuis peu, là. Donc, je me lance un peu là-dedans cette année, mais voilà. T'as des projets de live en perspective, là?
Alors oui, je suis dans un duo, tu vois, on a un concert demain par exemple, un duo qui s'appelle Arco River. Oui, avec le chanteur, j'ai vu passer des choses. C'est ça. Donc c'est un duo de reprises de chansons des années 60. Et puis des tubes plus récents, mais toujours dans une esthétique un petit peu blues, rockabilly, quelque chose qui va aller chercher un petit peu ces couleurs-là. Donc voilà, moi je m'amuse bien là-dedans. Comment tu retravailles ces morceaux-là? Est-ce que t'écoutes dans ton coin des morceaux, puis tu les bosses un peu à la guitare et t'as avec une propale? Est-ce que vous faites ça ensemble en répète avec ton chanteur? C'est un peu, ça vient un peu des deux côtés. Des fois, on va juste prendre du temps en répète pour écouter des morceaux et se dire tiens, celui-là il est sympa, celui-là bon, il se passe pas grand-chose. Ou ça peut aussi être des morceaux qu'on bosse chacun de notre côté et qu'on va amener en répète en se disant tiens, j'ai trouvé ce morceau-là, il me plaît bien. Est-ce qu'on peut essayer d'en faire quelque chose? Moi, à ce moment-là, je retrouve les accords et puis on essaye. Ok, excellent. Mais en vrai, c'est comme au tout début, c'est comme les débuts que j'ai connus moi dans la musique, ça a toujours été pareil. On essaye et on voit si ça sonne, si ça nous plaît, si on s'ennuie à le jouer ou pas, et c'est parti quoi. Ouais, totalement. Et donc j'imagine qu'à côté de ça, tu vas continuer à faire quelques petites dates là pour des événements, choses comme ça aussi. C'est ça. Quand on m'appelle, hein, parce que Comment on te trouve? T'as un registre, tu fais ta com, c'est des contacts, comment ça se passe pour ça? C'est des contacts. Alors moi, j'ai eu la chance de faire une école de musique. Donc j'ai fait des études de musique en gros quoi. Une école qui s'appelle Tous en scène à Tours, où j'étais avec plein d'autres musiciens et on a appris des éléments de théorie, du rythme, de la technique musicale, de la culture, etc. Donc j'ai fait pas mal de connaissances là-bas. Et puis on s'appelle. Là, ça fait quelques années qu'on est tous sortis d'école, mais on s'appelle quand par exemple, quand il y en a qui ont besoin d'un guitariste, s'ils pensent à moi, ils me passent un petit coup de fil et puis c'est parti quoi. C'est super. Excellent. Bon, je vois que ça fait quasiment 2 heures qu'on parle. Je vais peut-être finir avec un petit tour de table de c'est quoi vos prochains concerts de prévus ou un truc que vous aimeriez voir qui n'est pas encore prévu, mais pour lequel vous vous battriez. Axel, pas d'idée? C'est une question, ça. J'ai rien prévu déjà. Ça peut être ton propre concert, Gilles. Et oui, d'ailleurs, juste vite fait, comme ça, sur ton projet là qu'on a évoqué au tout début, oui. T'as envie de faire du live avec ce projet-là ou ça reste juste... Avec ton projet solo? Oui. Je sais pas encore. Je sais pas encore pour ça, parce que. Mais au fond de toi, t'en as l'envie? T'aurais envie que ça prenne vie comme ça ou pour l'instant tu sais pas et tu fais comme ça, tu fais tes trucs? Je sais pas trop parce que en fait ce projet-là, c'est un peu. Je me suis mis en solo pour pas avoir à écrire pour un groupe en réalité. C'est-à-dire que dans mon premier EP, par exemple, je voulais mettre des violons, j'ai mis des violons. Il y a des morceaux, il y a quasiment pas de guitare parce que j'ai tout fait au clavier ou il y a des morceaux où à l'inverse, il y a 5-6 guitares, il y a des guitares baryton, il y a des guitares 7 cordes. Ouais, je comprends, je te pose la question parce que comme justement c'est un projet un peu démesuré, là avec la technologie actuelle, on est capable de rajouter 14 violons si on veut. Mais est-ce que il y a eu des moments en le faisant où tu t'es dit punaise, pouvoir le faire en vrai, tu vois. Je préférerais réarranger les morceaux en garder vraiment le cœur, c'est-à-dire comme dans le jazz en fait, les accords et la mélodie. Ok. Et réadapter ça, mais pour un autre effectif. Moi, j'aimerais bien jouer certains morceaux en trio avec juste une basse bien présente et un batteur qui a du goût. Et voilà quoi. Moi, je pourrais m'amuser dans un truc comme ça. Ok, trop bien. Ça viendra peut-être. Et tu cherches un groupe, Axel, c'est ça? Absolument pas. Je suis juste curieux de savoir
justement les projets solo, quels sont ou duo, des petites choses comme nous on peut faire tous les deux, Luc, quelles sont les perspectives derrière tout ça, à part justement, au-delà de faire un enregistrement écoutable par n'importe qui. Est-ce que tout le monde, et dans notre cas, nous, on a évoqué plusieurs fois de faire du live, mais justement, ça rejoint un peu ce que Gilles dit, de rabaisser peut-être un peu le niveau album, enregistrement, et de revenir vers quelque chose de plus humain, avec une dimension acoustique, un trio, un petit machin, et tu vois, lui, il nous dit la même chose, donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai vu un concert la semaine dernière, j'étais au Baia Rock Festival du côté de Poitiers, et il y avait un groupe qui m'a vraiment mis une tartine ce soir-là, c'était Grade 2, donc Grade 2. C'est un groupe de punk de Grade White, donc vraiment du punk à l'anglaise. Et alors, ils sont 3, une guitare, une basse, une batterie, 2 micros, aucun sample, aucun effet, et vraiment, mais c'était incroyable. Et ça fait un bien fou d'avoir un groupe où tu sens que tout passe dans l'énergie et tout. C'est sûr, c'est pas débordant de technique. C'est ça, en fait. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Ça me fait penser, tout à l'heure, tu parlais de groupe à 2 pour Fenris, mais il y a le groupe Inquisition qui joue à 2 sur 2. Oui, c'est vraiment pas mal. Ça m'impressionne toujours que, sans parler de techniques monstrueuses ou autres, prestations de dingue, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand c'est en petit comme ça. Quelque chose qui se passe. Tu sens que les gars, déjà, ils sont présents. Une espèce d'alchimie qui se crée et tout. J'ai rarement de mauvais souvenirs. J'ai tendance à live apprécier. Pareil. Un concert comme ça où tu sens que c'est très authentique et très. Mais oui, parce que organique, pour avoir vu pas énormément d'éléments plutôt qu'un groupe surproduit comme par exemple Lorna Shore. Je sais pas si vous voyez ce groupe. Oui, complètement. Moi, de death mellow technique un peu. Mais même à l'époque, avec beaucoup d'effets audio, et ça me laisse complètement indifférent. Et puis tu l'as mentionné tout à l'heure, le problématique c'est que quand t'as l'impression d'entendre un album et que t'es devant la scène, t'es pas trop venu pour ça. Ça peut être sympa, mais voilà, même tu vois, il y a des gens qui peuvent chercher ça. Peut-être. Moi en tout cas, c'est pas ce que je cherche devant un live, ça c'est sûr. Moi j'avais pu voir Dimmu Borgir avec un orchestre et tout. Ça reste génialissime. C'est excellent, Dimmu Borgir. Mais à la fois, tu t'en prends plein la vue, mais à la fois, des fois, quitte à choisir un petit duo guitare-voix dans un petit bar, des fois, ça a bien plus d'impact, quoi. Ah ouais, ça en fait. Marche bien. Bon, on va faire ça, Axel. Petit duo guitare-voix dans un bar. Pourquoi pas, en soi, tout est possible. En vrai, ça me fait penser à la chaîne YouTube des Tiny Desk. Oui. Ces concerts-là, les concerts Tiny Desk où, en réalité, pas grand-chose, quoi. Et c'est juste la musicalité des groupes qui sont invités ou des artistes qui sont invités. Enlève tous les artifices, tu reviens à l'essentiel. J'avais vu Stromae était incroyable. J'ai pas vu, je savais pas qu'il en avait fait. Il en a fait en mode Tiny Desk, et puis comme le dit Axel, t'enlèves tous les artifices. Alors bon, ça reste Stromae, donc c'est un petit peu préparé, puis il a des sacrés musiciens avec lui. Mais c'est top. Ça n'empêche pas. Ouais. Non, mais à notre époque. de Nile Rodgers qui est incroyable aussi. À notre époque, on est quand même sur de la surproduction un peu partout. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir des trucs comme ça un peu plus humains, on va dire. Donc c'est ça, votre prochain concert, des Tiny Desk. Des petits concerts comme ça, Prochain concert. Moi, j'ai vu passer une affiche là qui me ferait bien rêver. Je sais même pas quand est-ce que c'est, mais c'est Baroness qui joue à l'Olympia avec Graveyard. Ah, sympa. Pour moi, c'est une affiche 5 étoiles, ça. J'avais vu Baroness, il s'était passé à Montréal il y a quelques années, et c'était exceptionnel. Franchement, très bon concert de live. J'ai jamais pu les voir encore. Ouais, je pense que j'ai eu du bol. J'adore ce groupe, mais j'ai jamais eu l'occasion de les voir.
ils étaient passés quasiment en même temps. Je sais pas si c'était la même date avec Zillen Ardor, qui en live était très très bien aussi, parce qu'il y avait carrément des choristes en train de faire toutes les chœurs un peu blues en arrière. C'était vraiment. Il paraît que c'est très très cool ça aussi. Ouais, c'était très bien en live. Je m'attendais à ce que ce soit pas fou, parce que sur album il y a beaucoup d'effets, d'artifices, de choses comme ça et tout. J'avais peur que ça soit un peu. Et maintenant ils tournent un peu plus là, peut-être avoir l'occasion de les voir. Ouais. Je crois qu'ils sont de nouveau au motoculteur. Et ouais, Baroness, très bon truc à voir en live. Toi, Axel, rien de prévu? Bah justement, peut-être aller chercher du côté, comme on disait là, de petits concerts comme ça, parce que l'année dernière, j'ai fait des stades pour la première fois. J'avais fait beaucoup de festivals et puis de petits concerts en salle, axés métal quand même dans l'ensemble. Et puis là, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais allé voir Mylène Farmer et tout. Donc du stade, j'ai fait. Ça m'a permis de voir un peu ce que c'était. Ça change. On est vraiment sur de la folie. Il y a la pyrotechnie. Il y a un nombre incalculable de personnes qui est là pour une seule personne, enfin un seul artiste. Et ça, c'est assez dingue parce que dans les festivals, il y a énormément de monde, mais c'est pour il y a 50 000 personnes qui sont là pour 120 artistes. Là, tout le monde est réuni pour un seul, et ça reste assez incroyable. Mylène Farmer était à Bordeaux. Le stade est assez impressionnant. En plus, moi, j'étais tout en haut. C'était vertigineux. Et voilà, ça manquait un petit peu au paysage de faire des concerts comme ça. Et là, maintenant, là, j'en ai fait 3 en 1 an. Donc, redescendre un petit peu sur Terre, ça pourrait être sympa. C'est plus ça en termes de concert. Pas mal. Vraiment. Sympa. Des petits concerts où il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de sécu. Exact. Ouais, après, sans aller forcément dans des trucs de punk où ça se casse des briques sur la tête et puis j'ai encore le chanteur qui marche sur le front là. En cherchant des anecdotes sur ça, il y en avait vraiment beaucoup qui consomment les trucs de punk, alors on peut pas rentrer là-dedans. Le mais punk, le hardcore, ça reste. Les trucs de Gigi Allen. C'est excellent. Les concerts de terreur, t'as mentionné. Oui, complètement. Les concerts de terreur, c'est les grosses bagarres. Ah oui, ça mouline plus que raison. C'est ça. Moi, je suis plus très métal. Ça fait très longtemps que je peux aller voir un concert de métal, donc j'y retournerai bien. Enfin, je trouve la bonne date, le bon truc qui me plaît. Et sinon, ça va être un petit concert aussi. Je vais essayer de chercher des trucs un peu atypiques. C'est ça. J'ai oublié de mentionner, c'est aller chercher des concerts à petite échelle, mais en dehors de ce qu'on connaît, parce que c'est ça. On en a fait tellement en masse avec, je te dis, tous les festivals, etc. Aller voir autre chose. Exactement. Moi, je cherche beaucoup ça. Donc, j'ai eu une période un peu rap où j'en écoutais pas mal. Puis, je suis allé voir quelques concerts de rap. Et honnêtement, j'ai pris, je pense, dans mes plus grosses claques de prestations scéniques, c'était en rap. J'ai surkiffé. J'étais allé voir avec ma femme section d'assaut, mon amant, et j'ai surkiffé. Ah ouais, ça doit être sympa. Là, j'étais trop content d'avoir vu Maître Gims et toute la clique. Et franchement, j'étais surpris en fait d'avoir autant apprécié le truc, quoi. Je m'attendais pas à ça, j'y allais un peu en mode trop bien, quoi. Trop bien. Moi, je me cherche beaucoup de trucs avec maintenant des trucs un peu atypiques. Alors, soit je vais trouver des DJ complètement perchés qui font des expérimentations live. Là, j'en ai vu quelques-uns, c'était très cool. Soit là, j'aimerais bien voir un groupe. Là, je sais pas si vous avez entendu, je pense que je te l'ai envoyé, Axel, Glassbeam. Les mecs ah oui, exact. Ça, s'ils passent près de chez moi, j'irai les voir. Ça, j'aimerais bien voir un truc dans ce style-là. C'est avec un groupe sur scène, mais qui joue pas forcément du rock et qui fait des trucs un peu expérimentaux. T'as écouté ça, Gilles, du coup? Tu vois de quoi? Glassbeam, je vois ce que c'est. Ouais. C'est des mecs avec des masques là. Et qui jouent de la musique un peu orientale. Et c'est pas mal. Ça fait un peu de jazz oriental. Pas mal, hein. Franchement, c'est. Ça fait une espèce de rock teinté de gamme indienne. C'est sympa. C'est pas mal. J'aimerais bien trouver, peut-être pas ce groupe-là, mais trouver un truc dans ce genre-là et puis aller aller voir l'autre énergie, quoi, parce que. L'énergie métallique, on la connaît bien. On l'a vu, On l'a vu en long, en large, en travers. Mais bon, moi, ça fait quand même un moment, donc j'y retournerais bien me faire un bon. Là, il y avait Insomnium qui passait sur Montréal il y a 2 mois, alors j'ai pas pu y aller, mais j'aurais bien aimé voir un groupe comme ça, un Dark Tranquillity, un truc de quand on écoutait il y a 10 ans. Là, oui, c'est toujours sympa, il y a le côté. Mais ça, pour le coup, en live, généralement. Ouais, on revient un peu au début du sujet de la discussion.
Ouais, moi j'avais vu Amon Amarth par exemple en live, c'était super. Amon Amarth, c'était super. C'est carré. Mais des Insomnium. Amon Amarth aussi. Après, c'était il y a très longtemps. Mais Insomnium, Dark Tranquillity, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Franchement, c'est très clean. Et Insomnium, tous les plus petits, on va dire, du Death Mellow, si je peux dire plus petits. Hein. Il y a en live qui me chauffe bien, moi, c'est The Halo Effect. C'est avec tous les mecs de Suède, là. Ouais, c'est que des anciens In Flames. Oui, en gros, c'est Dark Tranquillity. Dark Tranquillity, ouais. C'est Dark Tranquillity, le groupe, parce que c'est Michael Stein au chant, et puis derrière, c'est les mecs de In Flames, l'album Lunar Strain. Donc, en gros, c'est la formation In Flames d'origine, quoi. Je suis en train de regarder. C'est des très anciens de cette pour le coup, ce qu'ils font quand t'écoutes, tu mets play, tu fais ah ouais, ok, c'est bon, t'es pas dépaysé, hein. Tu sais ce que t'écoutes. Moi, je veux dire que c'est excellent et je serais très content. Très bien. J'ai réécouté il y a pas longtemps, très bien. Mais justement, tu y vas toi cette année au Motocultor? Oh non, je pense que non. Je pense que j'ai plus dans ces trucs. Parce qu'ils y passent justement, c'est pour ça que je t'en parle. Ils y sont cette année. Mais comme on en a parlé plus tôt, le Motocultor, je comprends pas comment ils font pour avoir une affiche comme ça tous les ans. Ils ont Baroness, hein, si jamais tu veux. Oui, bien sûr, ils ont tout. Ils ont Igor. Tu vois, ça, un truc comme Igor, j'ai jamais pu les voir en live. J'adorerais voir Igor en live parce que justement, c'est pas du métal, il y a du baroque, il y a du trip hop. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de voir. Ouais. C'est vrai que les petites musiques comme ça, moi je faisais des concerts comme ça plus jeunes. C'était sympa aussi, Ils ont les compagnons du gras jambon, Motocultor. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait des anciens fans de Nullbug qui se sont dit. C'est ça. On dirait des gars qui vont en tant que festivaliers au Motocultor qui sont dit tiens si on faisait un groupe. Exactement, ouais. Il y a Didier Super aussi. D'accord. Ce mec-là, je savais pas qu'il faisait encore. Il y a toujours dans le lot. Il y a toujours un ou deux artistes comme ça un peu. Et effectivement, comme dit Gilles, c'est toujours une excellente affiche. Ouais, non, cette année, ça commence. Toujours. Là, je regarde l'affiche aussi. Il y a plein de trucs que j'aurais envie de voir, mais. L'an dernier, il y avait... Non, ça c'est important aussi pour les lives, c'est d'être dans des bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, clairement. Pour profiter du moment, et je pense que personnellement, les meilleurs n'arrivent pas à... que j'ai pu faire, généralement, moi, c'était dans des salles, et j'allais voir juste ça. Ouais. J'ai un très très bon souvenir avec Manu, c'était Enslaved. Enslaved dans un bunker, qu'on avait vu ça, je sais plus où c'était, mais c'était magique, c'était tout petit, on était, je sais pas, 200 personnes, je crois. Magnifique. On a les copains de Grave Cult qui jouent au Motocultor, là. Mais oui, Valentin, je sais pas si tu te souviens de lui. Si tu nous écoutes, je sais pas si vous parlez encore de temps en temps, mais ouais, effectivement. Oui, bravo. Un petit message de temps en temps sur Insta, mais c'est. Bravo à vous. Donc très cool. Et effectivement, je suis un peu triste de pas pouvoir venir voir ça parce que très très belle affiche, quoi. Mais bon, on va mettre son énergie ailleurs. Voilà, puis il y a des nouveaux festivals qui apparaissent, qui sont, je pense, qu'ils sont pas moins intéressants. Là, tu vois, encore une fois, j'en reparle, mais le Bayarock. Bayarock, ouais. Il y a 2 semaines, je connaissais pas, et le week-end dernier, j'y étais. Et c'est pas très cher. C'est en salle. C'est hyper bien organisé et franchement, tous les concerts, le son était mortel. On a passé un très très bon moment et ça fait plaisir de découvrir des groupes dans ces conditions-là aussi, quoi. L'avantage de ce genre de festival, c'est que ça doit être assez éclectique. En plus, tu dois avoir un peu de tout. Là, pour le coup, c'était très orienté punk hardcore. Ah oui, quand même. Okay. Oui, Après, j'ai fait qu'une seule journée sur les 2, mais c'était quand même pas mal orienté punk hardcore. Il y avait un peu de slam death aussi. D'accord. C'est moins ma cam. Là, si on veut reparler vite fait des groupes qui jouent sur séquence, je pense qu'on est. Là, on y est. Ah oui. Donc voilà, ça me parle moins. Le Gen. Mais voilà, les petits festivals aussi, il faut aller faire des découvertes là-bas, c'est très très cool. Excellent. Puis peut-être petit mot de la fin, est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux, Gilles? On peut carrément, avec plaisir. Carrément, bah oui. On vous invite même à le faire. Et J Baldwin, c'est ça?
C'est ça, G Baldwin ou G Baldwin Music en fonction des plateformes. Et puis, on mettra ça. BALDWIN, ouais. On mettra ça en lien quelque part. Pour pouvoir suivre ton actualité. Et effectivement, je regarde, t'as toutes tes petites performances là. C'est bien cool. C'est bien cool. En tout cas, super actif le garçon. Ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup en tout cas les gars. À vous les gars. Très bon moment repassé ensemble. À refaire ça, peut-être avec plus de joueurs autour de la table. Et comme on disait tout à l'heure, oui. Peut-être avec Timmy refaire ça pourrait être sympa, ouais. Un petit tour, et puis peut-être se voir clairement, quoi, faire ça en live. Allez, c'est noté. Carrément. C'est pas hors de portée, on peut le faire. C'est noté. Non, c'est pas hors de portée du tout. Donc, excellent. Ça sera avec plaisir. Parfait. Merci à vous les gars. Merci. Merci beaucoup.